Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre. Quel bonheur de vous retrouver. Je me demande bien de quoi on va parler cette semaine. Bien évidemment, il sera question de l'attaque américaine sur les installations nucléaires iraniennes, une attaque qu'on avait anticipée. Je pense qu'on en a parlé ensemble à plusieurs occasions au cours de la revue de presse dans les dernières semaines. La semaine dernière, on avait dédié l'entièreté de l'émission, d'abord aux frappes israéliennes, mais aussi à la possibilité d'une implication américaine. En fait, on a tourné un documentaire sur la question de l'Iran. Je ne vais pas dire un documentaire, c'est plus une vidéo format traditionnel d'environ 25 à 30 minutes, mais on vient juste d'enregistrer ce vendredi. Donc, on sera en montage cette semaine et c'est un des éléments qu'on a identifié, en fait, à quel point la réponse américaine était un peu inévitable, c'était un peu certain que c'était pour se produire à un certain point. La question était plutôt à savoir quand, quel était l'échéancier et comment Trump allait utiliser ce jeton de négociation. Alors, maintenant qu'on voit que les Américains ont effectivement frappé en Iran, il y a des implications sérieuses pour ce qui est du conflit lui-même, aussi par rapport aux relations entre les États-Unis et d'autres pays de la région. Et donc, il est tout à fait compréhensible qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles on doit s'attarder aujourd'hui, cette semaine. J'ai donc offert à nos membres exclusifs sur notre onglet Communauté de suggérer vos propres questions pour l'émission d'aujourd'hui et je veux vraiment qu'on s'y attarde. Donc, on va commencer par traiter l'opération elle-même, le contexte, l'attaque, les impacts opérationnels vraiment plus directs et tactiques. Et ensuite, on va évoluer sur vos questions. J'en ai identifié environ une quinzaine. Ici, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 au total. On n'aura certainement pas le temps de toutes les traiter. Et je mentionne en passant, j'ai anonymisé chacune de vos questions parce que il y a beaucoup d'entre elles que je ne partage pas l'analyse et je veux pas que vous le preniez personnel dans aucun des cas. Je ne sais même pas qui est derrière aucun de ces commentaires, là. Je veux juste que vous en soyez conscients. Je vais vous répondre du tac au tac. Dans certains cas, vous allez peut-être trouver que je suis dans mon monde, qu'on partage pas du tout la même opinion. C'est normal, c'est parfaitement compréhensible, mais je suis pas là pour vous flatter ou vous dire que vous avez raison. Donc, je vais traiter les questions comme elles sont venues et je vous dirai ce que j'en pense et quelles sont mes analyses par rapport à tout ça. Certaines d'entre elles sont extrêmement pertinentes en passant. Vous avez clairement compris de quoi il était question par rapport à cette attaque. Alors, justement, le contexte, pour commencer, on le connaît très bien, les négociations entre les États-Unis et l'Iran qui se sont effondrées au cours des dernières semaines sur la question spécifique de l'enrichissement. L'enrichissement d'uranium, donc, que l'Iran tenait absolument à maintenir dans ses propres laboratoires, aux grandes dames des États-Unis, d'Israël, de l'Arabie saoudite et de plusieurs pays de la région qui disaient « c'est tout simplement inacceptable ». On pourrait y revenir, on pourra en débattre très longtemps à savoir est-ce que l'Iran a droit ou non à une arme nucléaire, qui devrait avoir le droit de déterminer ça. Le fait est que c'est la loi du plus fort. Il n'y a aucun pays actuellement qui est vraiment en posture de se créer un programme nucléaire sans que ce soit opposé par la majorité de la communauté internationale. Si c'était la Turquie, on aurait probablement arrivé à un point semblable dans lequel on aurait isolé, ostracisé la Turquie jusqu'à dernière minute. Si c'était la Corée du Sud, on ferait probablement la même chose. Je veux qu'on soit quand même conscient là, que la non-prolifération nucléaire est un enjeu relativement consensuel à travers le monde. Il n'y a pas personne qui se dit on devrait avoir plus d'armes nucléaires pour raison X ou Y, du moins pas par consensus sur la scène internationale. L'Iran, bien sûr, veut obtenir une arme nucléaire pour des raisons essentiellement stratégiques. Et ça est important de le comprendre. Je publiais justement la semaine dernière, j'ai mentionné un élément sur mon propre profil personnel. Ceux qui me suivaient sur Facebook avaient peut-être vu passer, mais il y avait un petit, disons une précision à mon avis à apporter par rapport à la perception qu'on a actuellement du programme nucléaire iranien. Et je mentionnais donc, plusieurs achètent sans nuance la propagande israélo-américaine, affirmant que l'obtention d'une arme nucléaire par l'Iran entraînerait automatiquement la destruction d'Israël. Cet argument est pour le moins débattable. Certes, le régime iranien est méprisable et constitue une menace pour la sécurité régionale. On devrait toujours s'opposer à la prolifération nucléaire. Cela étant dit, le secret de Polichinelle, c'est qu'Israël possède lui-même des armes nucléaires, des centaines d'armes nucléaires, et ce, même s'ils refusent toujours aujourd'hui de le reconnaître. Il est donc faux et intellectuellement embarrassant de prétendre que l'Iran nucléarisé mènerait nécessairement à l'extinction d'Israël. Plutôt, ce serait un cas classique de destruction mutuelle assurée, comme on le voit ailleurs dans le monde, en Inde, au Pakistan, États-Unis, Russie, Chine, Inde, États-Unis, Chine. Il y en a beaucoup, ce genre de relations. Si les Israéliens veulent empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire, c'est surtout parce que ça limiterait les actions israéliennes dans la région. Ça limiterait la marge de manœuvre israélienne au niveau militaire.
avec un puissant dissuasif. Donc, ça renforcerait nécessairement la posture de l'Iran et affaiblirait Israël. Donc ça, il est très important de le comprendre. C'est stratégiquement justifié et compréhensible pour Israël de s'opposer à un programme nucléaire d'un de ses rivales, mais ce n'est pas existentiel. Il faut surtout pas acheter ce genre de propagande comme quoi, automatiquement, si l'Iran obtient une arme nucléaire, ils vont la balancer sur Israël. À quoi je vous demanderais d'abord, comment ils vont faire? Par un missile? On voit manifestement qu'il est relativement difficile de saturer entièrement la défense aérienne israélienne. Il faudrait y aller d'une énorme salve, dont un missile nucléaire là-dedans, et tel qu'indiqué, ça amènerait seulement une frappe écrasante en retour de la part d'Israël, des États-Unis, de leurs alliés. Et je pense que l'Iran sait très bien que donc c'est un dissuasif nucléaire à l'impact relativement limité. Israël, bien sûr, s'y oppose pour des raisons stratégiques, mais pas existentielles. Il faut être très clair là-dessus. Alors, le contexte de l'attaque, cette négociation qui s'effondre, les États-Unis qui ont littéralement joué la ruse jusqu'à la dernière minute. Et ça, on l'a compris au cours des dernières semaines, des derniers jours, devrais-je dire, alors que Trump a fait jusqu'à la dernière seconde, comme s'il n'y avait aucune idée de l'attaque. Comme si, quelle attaque, on ne sait pas encore, les Israéliens planifient quelque chose, mais je les retiens, pas question pour le moment. La réalité, ce qu'on a appris, c'est que Trump avait déjà autorisé l'attaque depuis le mardi précédent, ayant notamment envoyé des centaines, en fait 600 missiles Hellfire, des missiles de précision, qui ont été transférés à Israël en catimini dans les jours précédant l'attaque, justement parce que les États-Unis l'avaient endossé. Là où il faut faire un peu de nuance et examiner les enjeux tactiques, c'est que naturellement, lorsque l'armée américaine, lorsque l'état-major a présenté à Trump les options pour une frappe sur l'Iran, on a probablement été très clair comme quoi il était important de maintenir le secret opérationnel jusqu'à la dernière seconde. Et Trump, manifestement, a bien compris cette instruction. Parce que, après avoir autorisé l'attaque, on a vraiment, du côté des États-Unis, joué une ruse jusqu'à la dernière seconde, alors que Trump a fait venir Steve Bannon à la Maison-Blanche, qu'on connaît comme étant très opposé à une intervention en Iran, alors que la décision était déjà prise. Ensuite, Trump aura fait cet ultimatum de 2 semaines, qu'on comprend maintenant était une autre ruse, une autre fabrication, pour essayer de brouiller les cartes un peu, on pourrait le dire, parce que la réalité, c'est que Trump avait été beaucoup trop clair comme quoi une attaque était imminente. C'était presque télégraphié. Donc, on a essayé de brouiller un peu les eaux, puis d'ajouter des éléments pour confondre les Iraniens en leur faisant croire que la frappe était encore On hésitait là-dessus, qu'on n'était pas certain. Lorsque le moment de lancer l'attaque est venu, on a envoyé 2 B-2 vers l'ouest avec l'intention délibérée, avec les transpondeurs allumés, l'intention délibérée d'être repérés pour, encore une fois, approfondir la ruse encore plus. Donc, 2 avions B-2 ont quitté vers l'ouest à partir du Missouri avec l'intention d'être repérés et d'encore une fois confondre les Iraniens. La vraie mission est partie simultanément, les transpondeurs éteints, donc impossible à être repéré par les logiciels de radars commerciaux, et les avions ont volé dans une seule mission, un aller-retour de 16 heures à partir du Missouri jusqu'à l'Iran, et de retour. On nous dit donc que c'est une mission en passant spectaculaire, juste qu'on soit conscient qu'une mission de 16 heures en B-2, Missouri, Iran, Missouri, one shot, c'est déjà incroyable et il n'y a pas beaucoup d'armées dans le monde, pour ne pas dire aucune, qui serait capable de réaliser ce genre de mission d'endurance et vraiment d'une complexité absolument incroyable. Les Américains ont donc fait voler les B-2 jusqu'à environ ce qu'on appelle la zone de couverture CENTCOM, qui est le Central Command, donc la zone du Moyen-Orient, où ils ont rejoint ce qu'on appelle le Support Package, donc les quelques avions qui étaient là en présence pour appuyer les B-2. Et quand je dis quelques avions, c'est important encore une fois de comprendre l'envergure de ce genre d'opération. Il est question d'environ 125 avions américains qui ont participé à la frappe sur l'Iran. On comprend donc au moins 7 B-2, 9 avec ceux qui ont participé à la diversion, ajouter à ça un certain nombre de ravitailleurs en vol qui eux-mêmes doivent être escortés par des avions de chasse. Et on a compris également, en passant, que les avions de chasse ont participé activement à l'attaque. Au-delà du support et de la protection et de l'escorte, les avions de chasse américains ont frappé des installations nucléaires en Iran
d'entrée de jeu, en fait. Ils ont été les premiers à entrer sur le territoire et à larguer leurs munitions. Les B-2 sont passés ensuite, ont frappé les cibles stratégiques. Et également, dans cette opération, c'est un autre truc qu'on a très peu relevé dans les grands médias, il y a eu aussi un élément sous-marin, alors que des sous-marins américains positionnés dans la région, probablement on le devine dans le Golfe ou encore dans l'océan Indien, ont lancé jusqu'à 24 missiles de croisière sur des installations militaires et nucléaires iraniennes. Alors donc, une frappe, on pourrait dire, multisectorielle qui est venue vraiment de plusieurs plateformes de largage, que ce soit les sous-marins, les avions de chasse ou encore les B-2. Et ces fameux B-2, bien sûr, étaient là pour transporter la célèbre GBU-57, une bombe qu'on connaît maintenant partout à travers le monde de par son volume énorme. C'est cette fameuse bombe de quelques 30 000 livres, 13 000 quelques kilos pour les Européens, qui est destinée, en fait, à détruire les installations souterraines. Donc, et moi, la grosse question là-dessus, et je vous avoue que la dernière semaine, je l'ai passé vraiment à me questionner, à me dire, est-ce qu'on est en train de se faire jouer une frime par les Américains? Parce que je me suis informé beaucoup sur les détails techniques, du moins ce qu'on connaît publiquement de la GBU-57 et sur les diverses méthodes de largage, et il est loin d'être clair que la GBU-57, larguée par un B-2, dans le contexte auquel on a assisté, a réellement la capacité de détruire l'installation nucléaire de Fordo. Là-dessus, j'ai de gros doutes. Et je veux juste qu'on soit très clair, les Américains, au point où on en est, ont tout sauf dit qu'ils l'avaient détruit. On a causé des dommages catastrophiques, des dommages importants, mais ils sont très clairs à dire on ne peut pas savoir actuellement qu'est-ce qu'on a fait. Et ça, c'est important aussi de le mentionner. Il faut naturellement une vérification. À partir du moment où on largue la bombe, le seul témoin qu'on a de la détonation, ce sont les pilotes qui la regardent sauter en dessous de leur avion. Et il y a très peu de gens qui sont sur place pour documenter l'événement, entrer à l'intérieur de Fordo et aller évaluer les dégâts pour voir est-ce qu'on a réussi notre frappe. Est-ce qu'effectivement l'installation est hors service, neutralisée, ou est-ce qu'on a seulement détruit une section? Et ça, bon, Fordo, il faut le comprendre, ça a été construit délibérément pour se protéger contre un bombardement. Donc, vous avez une installation qui est configurée dans ses couloirs, dans son architecture, avec des portes carrément anti-explosion pour éviter justement qu'une frappe qui toucherait un coin de l'installation causerait des dommages de l'autre côté. Alors donc, les Américains eux-mêmes, en ce moment, mettent un gros doute et nous disent « on ne sait pas, il est trop tôt pour savoir encore, on va vérifier ». Tout nous indique qu'ils ne l'ont pas détruit. Les tests pour la GBU-57 nous mentionnent une capacité jusqu'à environ, certains vont dire 200 pieds, c'est pas vrai, c'est une mauvaise traduction, il y a clairement eu une confusion là-dessus. Le plus loin qu'on peut aller, c'est environ une quarantaine de mètres, dans le meilleur des espoirs. Et ça, en passant, ce sont des tests qui ont été réalisés on soil, sur de la terre, donc soil penetration. C'est loin d'être la même chose que de pénétrer une montagne. Les tests américains n'ont pas été réalisés sur du roc. Alors là, on regarde les données sur la terre, on n'en a même pas assez pour se rendre à Fordo, avec la profondeur qu'on estime, environ 150 pieds au minimum, et ajouter à ça que ce sont des tests très optimistes qui ont été réalisés sur terre. Alors, la question à savoir si on a vraiment détruit Fordo, moi, de mon côté, je mets un gros grain de sel là-dessus. Et je vous le dis, marquez mes mots, d'ici les prochaines semaines, prochains mois, on va probablement découvrir que soit l'attaque a été largement exagérée dans son impact, ou soit, carrément, les Iraniens n'ont pratiquement rien senti et l'installation à Fordo continue d'opérer. Pourquoi je vous dis que c'est très possible? D'abord, en raison de des données techniques qu'on a par rapport à la GBU-57. Ensuite, par rapport au nombre de munitions qui ont été larguées. Les meilleures évaluations par rapport à une mission sur Fordo nous disaient qu'il fallait environ une quarantaine de GBU-57 pour vraiment détruire l'installation. Là, on en a largué, je crois, 14 tout au plus. Il y en avait 2 par avion pour les 7 bombardiers qui étaient sur place. Alors, également, on n'a pas largué les 14 sur Fordo, on a également frappé à Isfahan, on a également frappé à Natanz. Alors, la question à savoir si on a vraiment détruit Fordo, l'objectif stratégique principal de l'opération, il est entier. On n'a aucune idée encore. On ne doit surtout pas prendre les propos des Américains là-dessus
Et en passant, naturellement, ne prenons pas les propos des Iraniens non plus. Parce que vous comprenez qu'il est absolument dans l'intérêt des Iraniens de nous dire que ça a été complètement détruit, que c'est terminé, qu'il ne reste plus rien, qu'il reste juste des cendres. On pourrait prendre les deux, en fait, on pourrait prendre les deux horizons puis trouver qu'il y a des motivations stratégiques. L'Iran pourrait nous dire « Vous avez fait aucun impact, on l'a même pas senti, ça n'a même pas... » Alors que de l'autre côté, on pourrait dire « OK, c'est terminé, vous avez tout détruit, revenez plus. » On n'aurait aucun moyen de vérifier. Naturellement, les Iraniens ont positionné jusqu'à 5 divisions aux dernières nouvelles autour des divisions armées, autour de la montagne de Fordo. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, essayer d'introduire une équipe de SEAL Team 6, par exemple, une équipe de Marines, ou peu importe, pour aller entrer à Fordo et aller vérifier les dégâts, ce qui, normalement, ce serait une mission sur mesure pour les forces spéciales. Mais là, on parle d'une mission presque suicidaire, parce que la montagne est lourdement défendue. Et quand je vous dis un autre élément qui nous invite à croire que peut-être que les Américains ne l'ont pas détruit, en fait, probablement, c'est qu'au cours de la dernière journée, le lendemain de la frappe américaine, les Israéliens ont pilonné Fordo comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et on s'est concentré sur les entrées de la montagne. Alors, maintenant, on est censé croire que l'installation a été entièrement détruite. Clairement, les Israéliens n'estiment pas que c'est le cas et ne veulent pas que les Iraniens puissent entrer à l'intérieur de l'installation. Alors, est-ce qu'on a fait un dommage seulement partiel? On essaie de les ralentir encore plus? La question, elle est entière. Et moi, je vous le dis, il y a quelque chose d'excessivement suspect de voir les Américains sortir après cette frappe et immédiatement nous dire « Ça y est, c'est terminé, on a réussi une frappe spectaculairement successful et c'est parfait, c'est numéro 1. » On ne sait pas. Il va falloir des jours, sinon des semaines avant qu'on le sache. Je ne sais pas, à partir d'une évaluation satellite. Et en passant, vous le voyez, de quoi ça a l'air, ces images satellites, c'est un peu absurde. Si on avait la montagne de Fordo comme ça, on le regarde, l'image avant et l'image après, on a un tout petit point qui a pénétré dans la montagne. C'est normal, c'est bien sûr, c'est la nature de cette munition qui sert littéralement à percer la montagne, glisser environ 200 pieds en dessous et détonner sous la surface. Donc, on présume que l'entièreté des dommages se trouve sous la surface, mais il est impossible pour les Américains, depuis une image satellite, de qualifier ou de quantifier les dommages à l'intérieur de l'installation. Donc, des radars peuvent aider. On a des radars qui pénètrent les montagnes dans certains cas. C'est notamment comme ça qu'on avait trouvé les fameux tunnels en Afghanistan occupés par les talibans, l'État islamique, etc. Mais le fait demeure que les Américains actuellement ont une capacité limitée à évaluer leurs propres frappes. Alors, on verra s'il en viendra d'autres au cours des prochaines semaines. Je crois que oui. Comme je vous le dis, déjà en ce moment, les Israéliens continuent de frapper Fordo comme si rien s'était passé. Alors moi, ça m'invite à croire que la frappe n'est pas aussi réussie que prévu. Je prends certaines de vos questions. Maintenant qu'on a couvert, si on veut, le contexte et l'opération elle-même, il y a plusieurs de vos questions qui sont très intéressantes et pertinentes par rapport au contexte plus large et aux implications de l'attaque. Bonjour. Merci pour vos analyses toujours aussi pertinentes. Ça fait plaisir. Dans votre dernière vidéo, vous décriviez Israël comme dominant face à l'Iran dans le contexte actuel. Pourtant, il me semble que l'Iran affiche une résilience stratégique impressionnante, surtout face à une coalition incluant l'Occident et les pays du Golfe. Malgré une attaque surprise, l'Iran a su remplacer ses hauts responsables et riposter efficacement en peu de temps. De plus, le dôme de fer israélien semble montrer des limites face aux missiles iraniens. À l'inverse, Israël a rapidement requis le soutien américain et appelé à une trêve, ce qui pourrait suggérer une position plus fragile. Pourriez-vous commenter cette dynamique et nous dire si l'Iran pourrait actuellement détenir un avantage stratégique dans ce conflit? Voilà une observation avec laquelle je ne suis vraiment pas d'accord sur plusieurs points. On va regarder en fait point par point. Je décrivais comment Israël est en posture dominante face à l'Iran dans le contexte actuel. Effectivement, par rapport surtout au contexte régional, on évaluait la présence des proxys iraniens qui sont vraiment amochés actuellement et manifestement la capacité de l'Iran à répondre, qui est plafonnée par des salves limitées avec une quantité de lanceurs relativement limitée aussi. Pourtant, il me semble que l'Iran affiche une résilience stratégique impressionnante. Je vous avoue, les termes ici, je ne les partage vraiment pas. On me parle d'une résilience stratégique impressionnante. Je suis tout sauf impressionné par l'Iran actuellement. Tout sauf impressionné par l'Iran qui n'a pas été en mesure d'imposer la moindre perte humaine aux avions israéliens, en dehors de quelques drones. Ça, je vous dis une perte humaine. On a été totalement incapable de répondre. Ensuite, certes, on a été de quelques frappes de missiles qui ont eu un impact, absolument, mais un impact qui est incomparablement faible comparativement à ce qui a été imposé contre
l'Iran. Donc là-dessus, juste qu'on soit clair, on dit une résilience stratégique impressionnante. Je ne suis pas impressionné par l'Iran, d'abord. Ensuite, la résilience, le fait qu'ils endurent jusqu'au point où on est, on n'a pas fait grand-chose. Il y a eu quelques frappes sur l'Iran lui-même. On a détruit des installations, on a détruit des avions, des sites de radar, communication, etc. Une résilience stratégique, il aurait fallu qu'on fasse ça et que l'Iran soit encore capable de se défendre. Là, on aurait dit, oh, on les frappe, on envoie tout ce qu'on peut et l'Iran est encore capable de se défendre. Actuellement, on voit qu'on a juste besoin de quelques attaques ciblées et que l'Iran, au contraire, sa profondeur stratégique, elle est beaucoup moindre que ce qu'on imaginait. On imaginait, au contraire, dans une campagne contre l'Iran, que ça durait des semaines avant rien de toucher la capitale. Là, il a été une question de quelques heures. Ensuite, surtout face à une coalition incluant l'Occident et les pays du Golfe. Je ne partage pas encore une fois cette analyse lorsqu'on nous parle d'une coalition incluant l'Occident et les pays du Golfe. Aucun pays du Golfe n'a participé à l'attaque de près ou de loin, n'ont même pas fourni d'aéroport ou d'espace aérien. Je veux que vous regardiez aussi l'itinéraire des B-2 américains. On n'a survolé aucun allié. On est passé au-dessus des eaux internationales tout le long pour éviter d'impliquer qui que ce soit. Alors, les pays du Golfe, il n'y a personne dans cette coalition-là. L'Occident, on a les États-Unis qui frappent avec Israël. C'est pas l'Occident. L'Occident, ce serait une coalition de l'OTAN, Donc, il est important d'avoir les bons termes ici. Lorsqu'on dit une coalition incluant l'Occident et les pays du Golfe, je suis pas d'accord avec ça. Malgré une attaque surprise, l'Iran a su remplacer ses hauts responsables et riposter efficacement en peu de temps. Remplacer ses hauts responsables, c'est pas « a su », c'est « non, tu nommes le prochain », c'est pas super compliqué de remplacer ses responsables. Il y en a un qui meurt. Je pense que j'ai de la misère à dire « je dois respecter l'Iran, on devrait l'applaudir », parce qu'elle s'est fait assassiner ses hauts dirigeants qui, devant une attaque relativement prévisible, n'ont absolument pas changé le « patterns of life », comme on dit dans le milieu du renseignement, qui est donc la manière dont ils vivent essentiellement. Il était facile à trouver et on pouvait continuer à les frapper, ils n'ont rien changé de leurs habitudes. Ensuite, d'en nommer un autre, c'est pas un geste administratif surprenant. D'avoir une filiation dans son leadership, c'est normal, puis même on s'attend à ça. Ce qui aurait été bizarre, c'est au contraire si l'Iran n'avait nommé personne. Moi, j'aurais dit l'Iran est résilient, puis c'est spectaculaire si on avait été en mesure de frapper aucun des hauts membres du régime. Si on avait essayé, ou qu'il avait survécu à l'attaque, ou que tout le monde immédiatement était dans un bunker, c'est pas le cas. Donc là-dessus, encore une fois, je suis pas impressionné qu'elle a su remplacer ses hauts dirigeants. Riposter efficacement en peu de temps, encore une fois, je ne suis pas d'accord. C'est vraiment chaque les éléments ici, on dirait qu'on vit pas dans le même monde. Une riposte efficace. On a fait quelques centaines de blessés civils à Israël sur des immeubles résidentiels. Je veux juste qu'on se comprend que ce sont des cibles stratégiques qui n'ont aucune valeur. Et en fait, et ça c'est triste à dire, puis je vous dis, prenez ce que je vous dis avec un grain de sel parce qu'on n'a pas de preuves de ça, on a seulement des indications circonstancielles. Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'Iran balance ses missiles sur Israël par centaines. Et que ces missiles frappent essentiellement des cibles résidentielles et surtout symboliques, comme le quartier général du Mossad notamment, comme les endroits résidentiels, comme on le mentionnait, et très peu de sites stratégiques. On sait pour fait que Israël a beaucoup moins de missiles intercepteurs que l'Iran a de missiles capables d'atteindre Israël. Ça, c'est juste une logique. Et même si Israël en avait avait autant de missiles intercepteurs que l'Iran a de missiles pour les lancer, il y a quand même une asymétrie là-dessus parce que si moi je vous lance un missile sur votre territoire, il y a juste besoin d'être précis à peu près à 40 mètres par 40 mètres. On va toucher à peu près notre cible. Il y a juste besoin de descendre dans la bonne zone et je vais probablement réussir ma frappe, à moins d'une frappe extra précise, etc. Mais dans la majorité des cas, juste besoin de viser à peu près. Missile intercepteur a besoin d'être une précision extrême pour frapper l'autre missile en plein vol. C'est comme tirer une balle sur une autre balle qui s'en vient sur nous. C'est extrêmement difficile, ça demande une précision incroyable. Donc, les missiles israéliens coûtent beaucoup plus cher à produire que les missiles offensifs qui s'en vont sur Israël. Donc, juste là-dessus, il y a une asymétrie. Maintenant, prenez pour acquis qu'Israël a beaucoup moins de missiles intercepteurs que l'Iran a de missiles capables de l'atteindre. Donc, pourquoi je vous dis ça? Israël n'a pas le choix
de rationner ces missiles intercepteurs et de choisir lesquels intercepter et lesquels ne pas intercepter. Ça, c'est un secret de polichinelle parce que, naturellement, ce que ça implique, c'est qu'il y a certains missiles qui s'écrasent sur Israël que l'armée a regardé, vu venir, calculé la trajectoire et pris la décision consciente de prendre la perte plutôt que de lancer un missile à 2, 4, 5 millions de dollars, parce qu'on doit les envoyer en paire en plus, pour intercepter quelque chose qui, au fond, ne cause que très peu de dommages stratégiques. Ce que je vous dis en ce moment, c'est qu'on a des indications circonstancielles que Israël protège sa capacité à faire la guerre en priorité sur les pertes résidentielles, civiles, etc., et plus symboliques qu'on voit actuellement. Donc, qu'Israël intercepte tout ce qui s'en va sur ses aéroports, ses ports, ses raffineries, ses bases militaires, ses réseaux de communication. On fait notre possible pour intercepter ça, mais on laisse tomber les missiles dans les zones résidentielles. Il y a un certain nombre d'avantages. Un, ça permet bien sûr de rationner les stocks de missiles intercepteurs israéliens et de préserver la capacité à faire la guerre. On comprend, si Iran il se met à frapper les bases aériennes israéliennes, c'est l'attaque israélienne qui se termine. C'est une attaque aérienne. Donc, naturellement, l'Iran vise, oui, des cibles résidentielles, mais aussi des sites stratégiques. Maintenant, pourquoi il y a juste des sites résidentiels et non stratégiques ou presque qui sont touchés? Les Israéliens ne nous le disent pas. Arrêtez, on voit ça par satellite. On le saurait immédiatement. L'Iran s'en vanterait s'il frapperait une base militaire à Israël. Donc, ça nous indique qu'Israël choisit quels missiles intercepter, qu'il y en a certains qui sont délibérément ignorés par la défense aérienne pour des raisons tant tactiques, stratégiques que politiques. Parce que, bien sûr, des missiles dans des zones résidentielles, ça mobilise, ça galvanise l'appui international pour la défense d'Israël et ça mobilise l'appui à l'intérieur d'Israël, de la population, pour le régime, pour le gouvernement Netanyahou. Et en passant, Netanyahou est actuellement plus populaire qu'il ne l'a jamais été depuis 2023, depuis le début de l'opération contre le Hamas, le 7 octobre 2023, et de la réponse israélienne, etc. Alors, clairement, là-dessus, je pense qu'on a besoin de nuances. Quand on dit la réponse iranienne, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné? Il semble qu'Israël en a laissé quelques-uns volontairement. Ceux qui n'ont pas été interceptés par erreur, ça existe aussi, on s'entend, mais la capacité de l'Iran à saturer la défense aérienne israélienne est relativement limitée. On ne l'a pas démontré jusqu'à maintenant. On envoie environ 4 à 500 missiles au plus d'un seul coup. En fait, les salves qu'on observe sont d'environ 100 à 150, notamment parce que les Israéliens ont été tellement efficaces dans le déblayage initial de l'Iran qu'ils ont éliminé beaucoup de munitions et de sites de lancement. Donc, l'Iran essaie de se dépêcher puis de répondre, mais ils ne sont pas en mesure de trouver les missiles et de les déplacer sur les sites de lancement, sur les pads pour les faire décoller. Donc, il y a un certain nombre d'éléments là-dessus. Je vous invite à la prudence. Est-ce que la réponse iranienne est vraiment efficace? Je trouve pas. Je trouve pas actuellement. La réponse iranienne aurait mis fin à l'attaque israélienne. Vous vous faites attaquer en ce moment. Qu'est-ce que tu veux frapper? Tu frappes qu'est-ce qui t'attaque? De la même manière que le faisait l'Ukraine, de la même manière que le fait n'importe quelle armée rationnelle. Tu veux limiter le potentiel offensif de ton adversaire. Donc, on frapperait les avions israéliens. On frapperait les bases aériennes. On frapperait l'aéroport. On frapperait les centres de ravitaillement. On frapperait le pétrole. On le fait pas. C'est pas parce qu'on n'est pas capable ou qu'on veut pas. C'est probablement parce qu'Israël intercepte les missiles en question et laisse passer les autres pour un certain nombre de raisons. Alors, ça, c'est l'élément. Je ne suis pas d'accord du tout avec une réponse efficace de l'Iran. Ils n'ont pas été en mesure d'arrêter quoi que ce soit. Ils n'ont pas été en mesure ne serait-ce que d'obstruer l'attaque israélienne. Ensuite, le dôme de fer israélien semble montrer des limites face aux missiles iraniens. Ben, c'est cet élément-là que je vous invite je remets en doute si effectivement c'est délibéré, volontaire. Et je sais en passant ce que ça implique. Là, plusieurs d'entre vous vont dire c'est dégueulasse rien que d'imaginer qu'Israël laisserait tomber des missiles sur sa propre population. Je vous dis c'est de la géopole, c'est l'indésirable ou l'intolérable. C'est un bâtiment résidentiel ici ou c'est la base aérienne? Le calcul semble extrêmement clair. Le dôme de fer semble montrer des limites face aux missiles iraniens, donc l'élément, comme je vous dis, de la saturation est douteux. Et aussi, il faut prendre
les chiffres qu'on a devant nous, après maintenant quelques jours d'échanges comme ça, balistiques entre l'Iran et Israël, ce qu'on constate, c'est que 80 à 90% vérifiés des missiles sont interceptés par Israël. Au départ, on était forcé de prendre les propos d'Israël là-dessus, puis il nous disait que 90%. S'avère-t-il que le taux d'interception est plus proche de 80%? Maintenant, est-ce que le 20% qui passe, c'est une punition proportionnelle et efficace vis-à-vis de ce qu'a fait Israël, puis ce qu'elle continue de faire en ce moment? Absolument pas. Fait que là-dessus, c'est ça, je vous dis, on ne vit pas dans le même monde. Si pour vous, c'est une réponse efficace de la part de l'Iran. À l'inverse, Israël a rapidement requis le soutien américain. Effectivement, pour l'interception des missiles iraniens, les Américains ont positionné des navires au large d'Israël pour doper la défense aérienne israélienne, ce qui pourrait suggérer une position plus fragile. Ben, effectivement, je suis d'accord avec vous là-dessus. Les Israéliens ont besoin de l'appui américain pour intercepter les missiles, renforcer leur propre défense aérienne, effectivement, et aussi pour frapper Fordo. Maintenant, est-ce que ça suggère une position fragile? Je pense pas. Je pense qu'on a juste maximisé les éléments auxquels on a disposition actuellement. Puis si vous avez accès à l'aide américaine, puis vous savez que le président américain a levé la main pour vous venir porter assistance à votre opération, il est normal, je pense, qu'Israël fasse appel aux États-Unis là-dessus puis qu'il soit content. Encore une fois, c'est une question des intérêts d'Israël. On ne parle pas des États-Unis. On parle des intérêts d'Israël. Moi aussi, être Israélien, je ferais tout pour faire venir les Américains dans le conflit. Ce qu'on a vu plus tôt, c'est oui, Israël a requis le soutien américain, mais n'a pas appelé à une trêve. Je ne sais pas, il faudrait me montrer ça. Là. À quel moment Israël a appelé à une trêve? C'est le contraire. Israël dit qu'il y a plusieurs autres frappes qui s'en viennent. Continuez à frapper le 22 juin, continuez à frapper au moment où on se parle, lance encore des missiles, lance des opérations. Donc l'idée sur laquelle Israël demande une trêve, c'est le contraire. Israël a demandé aux États-Unis de joindre la guerre à leur côté pour la prolonger. Donc l'idée selon laquelle Israël demande une trêve, non seulement c'est faux, c'est complètement déconnecté de la réalité puis des faits qu'on a devant nous. Donc là-dessus, est-ce que l'Iran demande une trêve? Et l'Iran a démarché des pays de la région, notamment Qatar, Arabie Saoudite, Oman, pour qu'ils utilisent leur influence auprès des États-Unis et qu'ils supplient Israël d'une trêve. L'inverse n'est pas vrai. Puis je vous le dis, là, si vous avez des indications contraires, s'il vous plaît, donnez-moi des sources fiables, des faits. Parce que je passe ma semaine, du lundi au samedi, j'ai une journée de congé, à regarder rien que ça à longueur de journée, puis je ne vois pas de quoi vous me parlez. Fait que c'est pas, je veux pas avoir l'air malhonnête ou méchant, mais je ne vis pas dans ce monde-là, clairement. Comme quoi Israël a demandé une trêve? Absolument pas. Prochaine question. Vu les derniers développements concernant le détroit d'Ormuz, sommes-nous en train de rentrer dans le scénario catastrophique dont vous parliez dans votre dernière revue de presse? Y a-t-il une autre issue, à part la chute du gouvernement iranien, qui permettrait une désescalade de la situation? Donc, première partie de la question, vu les développements concernant le détroit d'Ormuz, je veux vous mettre à jour là-dessus. Hier, un certain nombre de navires chinois, au moins 2 navires en fait, des pétroliers, ont essayé d'entrer dans le détroit d'Ormuz, des navires chinois, et ont dû retourner de bord, puis partir dans l'autre direction, en fait, retourner à leur point d'origine, parce que apparemment leur GPS aurait été perturbé par les activités militaires dans la région. On ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi, on sait juste qu'ils ont essayé d'entrer dans le détroit d'Ormuz et ont dû rebrousser chemin. Maintenant, attention, quelques heures après, on a communiqué avec je ne sais qui, est-ce qu'on a communiqué avec les Iraniens, avec une autorité internationale quelconque, mais les navires chinois ont encore une fois changé de tour et sont repartis vers l'Iran et ont été en mesure d'entrer dans le détroit d'Ormuz. Donc, ça semble plutôt être un malentendu. Il est possible absolument que des opérations, des fois, de jamming, de guerre électronique dans la région qui pourraient interférer avec les systèmes de navigation commerciale des navires pétroliers, mais il ne faudrait pas non plus sauter à une conclusion comme quoi c'est automatiquement l'Iran qui a fermé le détroit. Donc, ça, c'est pour le point. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les derniers développements dans le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans le scénario catastrophique dont je vous parlais dans la dernière revue de presse? Un blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran. Je veux être clair, l'Iran a menacé qu'ils allaient le faire. En mai 2025, Massoud Pezeshkian a dit très clairement, le président iranien a dit « Si vous bloquez notre pétrole, nous bloquerons l'énergie du monde ». L'allusion est extrêmement claire, on voulait bloquer le détroit d'Ormuz. À mesure où on frappe les installations pétrolières iraniennes, naturellement, l'Iran, elle, a besoin du détroit d'Ormuz. Donc, à mesure où on frappe ces installations pétrolières, on réduit son intérêt à le garder ouvert et on baisse la pénalité à le fermer.
Alors, il pourrait absolument être dans l'intérêt de l'Iran au moment où on se parle de décider de fermer le détroit d'Ormuz. Maintenant, comme on l'a mentionné il y a quelques secondes, les premiers à payer les conséquences d'une fermeture du détroit d'Ormuz, c'est pas les Américains, c'est pas les Européens, ce sont les Chinois, qui sont les principaux partenaires stratégiques de l'Iran au point où on en est. La Chine est, sans dire dépendante du pétrole et de l'approvisionnement gazier iranien. Ça aussi, c'est un gros malentendu. Plusieurs vont dire la Chine est entièrement dépendante. C'est pas vrai. La Chine prend une portion de son approvisionnement en hydrocarbures dans la région, une portion également à partir de l'Iran spécifiquement, mais il y a toujours moyen de le remplacer. La Chine pourrait décider de faire une entente avec la Russie, la Chine pourrait développer ses réseaux d'hydrocarbures autrement. C'est vraiment pas obligatoire de passer par l'Iran, c'est juste parce que, notamment, l'Iran est sous sanction et donc ça fait du pétrole pas cher. C'est vraiment aussi simple que ça. La même raison pour laquelle les Américains achètent le pétrole canadien, parce qu'il est moins cher que le reste du marché. Parce qu'il est systématiquement 15, 20, 30 $ en dessous du prix du baril traditionnel. S'il est à 90 $ sur le marché, il va être à peu près 60, 70 tout au plus pour le pétrole canadien. Donc, les Américains tirent avantage d'un écart de marché. Même chose pour ce qui est des Chinois. Ils tirent avantage d'un écart de marché introduit par les sanctions américaines et internationales qui placent l'Iran dans une position d'isolation extrême et qui forcent l'Iran à accepter un moins bon prix pour son pétrole. Alors là-dessus, si demain matin l'Iran disparaît de l'approvisionnement pétrolier mondial, la Chine ne cligne même pas des yeux. Elle fait tout simplement en acheter plus ailleurs. Il y a certainement des conséquences sur l'économie mondiale. On s'entend, on enlève un gros joueur. Mais dans un scénario où l'Iran soit perdait sa capacité pétrolière, soit était mis sous sanction, soit on ferme le détroit d'Ormuz, peu importe. Il faut aussi garder en tête que les Américains ont une carte joker là-dessus, qui a perdu un peu de sa force au cours des dernières années, mais qui est quand même valide et qui s'appelle la réserve stratégique pétrolière. Si jamais les Iraniens décidaient de fermer le détroit d'Ormuz et priveraient, par exemple, le marché mondial de 5 à 10 millions de barils par jour pendant une période, les Américains pourraient compenser à partir de leur propre réserve stratégique qui en détient, au moment où on se parle, environ 400 millions de barils. Alors, dans l'éventualité d'un blocage temporaire du détroit d'Ormuz, les Américains pourraient littéralement renflouer le marché énergétique mondial à partir de leur propre coffre en encaissant le profit qui vient avec pour mener leur opération contre l'Iran, rouvrir le détroit d'Ormuz et ensuite, on n'aurait jamais vu la perturbation. Là-dessus, quand je vous dis, il faut mettre un petit astérisque, c'est que la réserve pétrolière stratégique américaine est à son plus bas depuis les années 80, depuis sa création, en fait, beaucoup à cause de Biden, qui a décidé d'utiliser la réserve pétrolière stratégique pour renflouer le marché énergétique mondial après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, on a, si on veut, dilapidé presque la moitié, en fait, de la réserve stratégique américaine, ce qui veut dire que si effectivement l'Iran décidait de bloquer Hormuz, on serait dans la merde assez rapidement. Au bout de 20, 30, 40 jours, déjà, les Américains arriveraient à bout de ressources et, bien sûr, dans le contexte plus large d'une guerre contre la Chine, d'une escalade contre la Russie ou peu importe, les Américains, ils sont pas responsables de dilapider l'entièreté de la réserve stratégique pétrolière. Il faut quand même s'en garder un peu. Et là, on est pas mal au plancher qu'on doit garder. Alors, cette carte, elle est jouable, mais pour pas très longtemps et à très gros coût. Donc, les Iraniens pourraient effectivement décider de bloquer le détroit d'Ormuz, mais ça viendrait pour eux-mêmes avec un certain nombre de conséquences. Ça ferait extrêmement mal aux Chinois qui la trouveraient pas particulièrement drôle. Comme je vous dis, ils trouveraient un autre approvisionnement, mais ils ne rateraient pas la leçon de géopolitique qui vient de se passer, là. Comme quoi l'Iran s'est complètement foutu de leurs intérêts et a décidé de jouer une carte qui, au bout de la ligne, n'avance pas vraiment la cause iranienne. Tout ce que ça inviterait, c'est une réponse américaine encore plus solide. Je veux qu'on soit conscient quand même, là. On me dit l'Iran va bloquer le détroit d'Ormuz. L'Iran n'a même pas la capacité de bloquer le détroit d'Ormuz. L'Iran a la possibilité d'entraver le détroit d'Ormuz at best. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas de marine capable d'imposer un blocus maritime. Où littéralement, si des porte-avions américains se présentent, on peut les empêcher physiquement de passer en occupant l'espace. C'est impossible. D'abord, les navires iraniens n'ont pas la capacité d'affronter des navires américains. Ensuite, ils sont obsolètes, mécaniquement douteux. Juste les mettre en mer, c'est toute une aventure. Maintenant, de bloquer et d'affronter. On est dans une autre histoire.
On est vraiment dans un scénario qui dépasse l'Iran. Le mieux qu'on pourrait faire, ce serait de déposer des mines sous-marines ou des entraves physiques, des chaînes, peu importe, à l'intérieur du détroit d'Ormuz. Alors donc, si on décidait de le miner ou encore de faire exactement ce qu'on vient de voir avec les navires chinois, d'y aller avec de la guerre électronique, un jamming des systèmes de navigation, ça pourrait être une épine dans la botte du commerce international parce que, comme on l'a vu avec Suez, ça prend pas grand-chose, hein? Les Houthis ont balancé quelques missiles vers des navires commerciaux. Instantanément, les compagnies d'assurance maritimes regardent ça et se disent « on vous assure plus ». Et si on vous assure, avec un énorme premium, parce que là, il y a un gros risque que vous soyez frappé quand vous transitez par cette région. Alors, la réaction naturelle, sans même que le canal de Suez ait été fermé, sans même que la mer Rouge ait été fermée, juste parce qu'il y avait une chance plus haute d'attaque par les Houthis, toutes les compagnies maritimes ont détourné le trafic vers d'autres passages pour éviter spécifiquement, juste parce que c'était commercialement plus viable. Ça coûtait trop cher à assurer. Alors, un scénario comme ça n'est pas complètement impossible pour l'Iran. Si on décidait de juste entraver assez pour que ça devienne plus pratique de passer par le détroit d'Ormuz, ça aurait un impact rapide sur l'économie mondiale qui ferait augmenter bien sûr l'inflation, le prix du pétrole, le prix de l'énergie plus largement, parce qu'il n'y a pas juste le pétrole iranien qui sort par le détroit d'Ormuz, mais celui de tous les autres pays du Golfe. Ce qui m'amène aussi à dire, au-delà de la Chine, l'Iran se placerait dans une posture extrêmement difficile avec ses autres partenaires, là. On a l'Arabie saoudite, qui serait plus que pas heureuse, qui serait en colère et ça détruirait le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite auquel on a assisté dans les dernières années. Ça, c'est un élément. Le Qatar, même chose en ce moment, le Qatar, l'Oman, etc. Un certain nombre de pays là, qui restent en marge et qui, certes, ne sont pas des fans de l'Iran, n'obstruent pas nécessairement ses activités et ne se placent pas en posture hostile face à l'Iran. S'il fallait que l'Iran bloque leur exportation pétrolière et du même coup détruise leur économie, alors que, soyons clairs, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal. On parle de coalition avec les pays du Golfe. Ça, je veux être clair, là. C'est de la bullshit. Il n'y a aucune coalition avec les pays du Golfe. L'Arabie saoudite n'a pas été impliquée là-dedans. Au contraire, ils ont appelé les Iraniens au début pour leur dire de faire un deal. Le 30 mai, allez lire là-dessus. 30 mai, les Saoudiens ont appelé l'Iran pour les avertir de l'imminence de l'attaque et leur télégraphier, leur exiger, s'il te plaît, on veut pas une guerre dans la région. C'est dangereux, ça va enflammer la région au complet, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On a une situation relativement enviable en ce moment. L'offre sur la table par les Américains en vaut la peine. S'il te plaît, signe ça. Au moment de cette conversation, Ben Salman, le prince héritier de la famille Saoud, et Pezeshkian, le président iranien, ne s'étaient jamais rencontrés, jamais adressé la parole. Et l'Arabie saoudite a pris la peine de les appeler pour les avertir. Donc, il y a tout cet environnement-là aussi auquel l'Iran fait un gros X si jamais on décide de bloquer les exportations de la région. C'est que tout ce beau monde qui sont comme « Hey, on n'a rien fait. » Au contraire, on a lobbyé pour ne pas que ça escalade et ne pas que ça aille dans cette direction-là. Et maintenant, c'est nous qui payons la conséquence. La question d'un changement de régime en Iran pourrait avoir des nouveaux partisans soudainement, là. Et oui, le régime qatari, et oui, le régime en Oman, et oui, le Bahreïn notamment. Et en passant, quand on se dit est-ce que l'Iran pourrait bloquer le détroit d'Ormuz, vous savez que c'est comme pas une théorie que les Américains ignorent. Les Américains ont déployé la 5e flotte de la marine américaine à quelques kilomètres du détroit d'Ormuz, à Bahreïn, spécifiquement pour un scénario de blocage du détroit d'Ormuz. Parce qu'ils savent que c'est une possibilité, on a installé des navires et une force maritime considérable juste de l'autre côté du détroit en se disant, éventuellement, si ça se produit, on va être prêt. Alors ouais, les Iraniens pourraient décider mais ça vient avec une conséquence très claire, là, qui serait une escalade. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que l'Iran n'a plus la capacité d'escalader. Ça, je sais que ça vous fait de la peine, les grands fans de l'Iran, c'est encore une fois, c'est correct de détester les États-Unis, c'est correct de mépriser Israël, si vous voulez. Je partage votre opinion dans plusieurs cas. Maintenant, il faut avoir un peu de discernement. Endosser une posture, ça ne veut pas dire en condamner une autre. Et condamner une posture, ça ne veut pas dire nécessairement endosser l'alternative. Puis autant on peut condamner la posture israélienne, on peut dire que c'est de l'escalade, on peut dire tout ça, mais ça ne nous invite pas nécessairement à se fermer les yeux, se mettre la tête dans le sable, puis dire tout va bien pour l'Iran, puis c'est numéro 1, puis ça ne marche pas de même. On a une chose et son contraire peuvent être vrais.
En ce moment, oui, Israël est en posture dominante, et oui, c'est un problème de l'attaque elle-même, et oui, on pourrait décider de débattre de l'escalade régionale. Est-ce qu'il y avait encore des possibilités diplomatiques? Vous pouvez tenir ce débat-là toute la journée. Mais de là à présumer que l'Iran actuellement est en posture de force et que tout va bien et que tout le monde est ami avec... C'est tout simplement pas vrai. Ce qu'on observe, au contraire, c'est que la capacité militaire iranienne a été largement exagérée, probablement autant par l'Iran que par Israël. Israël a passé les dernières années à drum up la capacité militaire de l'Iran en nous disant que c'était une espèce de grand méchant loup qui contrôle la région au complet. Il y a un élément de vérité là-dessus par ses proxys, mais on découvre aujourd'hui que l'Iran lui-même, le territoire iranien, sa défense, sa capacité militaire, tout ça était largement exagéré à des fins de propagande, tant par l'Iran, qui avait un intérêt à exagérer et à faire comme s'il était super puissant, que par Israël, qui veut motiver une intervention américaine et qui veut bien sûr justifier ses propres gestes dans la région pour essayer de contenir l'Iran. On peut pas dire c'est pas une menace. Il fallait qu'ils disent ben oui, ça nous empêche de dormir la nuit, ils nous détestent, ils vont détruire Israël à la seconde qu'il y a un programme nucléaire. Ce qui est pas drôle, c'est d'écouter des gens qui achètent cette propagande-là, puis oui, ils n'ont pas le choix, Israël n'a pas le choix. C'est ça que je voulais dire d'entrée de jeu. Ça, c'est très débattable. Israël avait le choix. Maintenant, on voit quand même que la capacité d'escalader le conflit de l'Iran, elle est plafonnée. Ce qu'on peut faire au moment où on joue à Game Theory, là, par exemple, je viens de frapper votre programme nucléaire, qu'est-ce que vous faites en retour? Vous attaquez mes bases. OK? Attaque mes bases. Attaque les bases au Qatar, attaque les bases en Irak, attaque les... Mais c'est ce que tu fais depuis 1 an. C'est ce que tu as fait la dernière fois. Il n'y a aucune gradation dans la réponse iranienne. C'est ce que je veux vous dire, qu'on est plafonné clairement, là. Le plafond qu'on voit actuellement, on était déjà là la dernière fois que les Américains ont attaqué les Iraniens. La dernière fois que les Israéliens ont frappé en territoire iranien, même chose. Souvenez-vous quand Trump, en 2019, a ordonné l'assassinat de Qassem Soleimani, le général iranien, en Syrie, c'était la même chose. Les Iraniens ont balancé quelques missiles, frappé des bases américaines, la plupart ont été interceptés, il n'y a eu à peu près aucune perte, et ça s'est terminé là. Fait que ce qu'on voit, c'est que l'Iran, beaucoup bluffe. On n'a pas vraiment la capacité d'escalader au-delà au point où on en est, sans quoi on l'aurait déjà fait. Alors, là-dessus, à savoir est-ce que l'Iran pourrait essayer de bloquer le détroit d'Ormuz? Absolument, mais il n'y a pas un scénario dans lequel il en sorte gagnant. Au contraire, au point où on en est, la bonne posture à adopter, ce qui m'amène à la deuxième question. Y a-t-il une autre issue à part la chute du gouvernement iranien qui permettrait une désescalade de la situation? Les Américains, à ma grande surprise, ont laissé l'offre sur la table. L'offre incroyable qu'on décrivait, qu'on croyait presque être une ruse, parce que les Américains ont fait croire à l'Iran, écoute, que jusqu'à la dernière seconde que les négociations continuaient, qu'il y avait une autre ronde de prévue en nommant le dimanche, alors que l'attaque a eu lieu le samedi. Les Américains ont joué une ruse et je me disais, ben cette offre-là qu'on faisait, qu'on permettait l'enrichissement, qu'on créait un consortium régional, clairement, ça n'existe plus. Non, ça existe encore. Les Américains ont répété hier, je regardais une entrevue de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui disait l'offre est toujours sur la table et si les Iraniens sont prêts à retourner à la négociation, ben nous, écoute, l'offre qu'on a faite, c'est très raisonnable. Ils auraient droit à leur capacité d'enrichissement, mais seulement régionalement parlant, et ça leur permettrait d'avoir un programme d'énergie nucléaire civile. On se dirait que ce genre de choses, ça devrait plus être sur la table. On devrait maintenant en être à l'Iran à dire, ben OK, ben il n'y a plus de programme nucléaire, décidément, et en plus, il va y avoir des concessions additionnelles à faire sur, par exemple, la capacité balistique. On pourrait exiger de l'Iran de démanteler son arsenal de missiles balistiques. L'alternative, c'est quoi? On le détruit, man! On te bombarde en toute impunité depuis des semaines. Tu vas faire quoi? Ce que ça veut dire lorsqu'on a le contrôle, la suprématie aérienne, ça veut dire qu'aussi ça, là, quand on dit l'Iran pourrait-il répondre, je vous regarde du ciel. Il n'y a pas un mouvement de troupes, il n'y a pas un déplacement de munitions, il n'y a rien qui n'est pas dangereusement vulnérable à une attaque aérienne. Alors là-dessus, la capacité de l'Iran est relativement, vous allez me dire, ils vont déplacer une division, envahir l'Irak, marcher à travers. On est au-dessus de leur tête. Comme dans les États-Unis et Israël, il y a un élément qui est comme difficile à croire, un scénario dans lequel l'Iran va déployer une réponse surprise. Il n'y a plus d'élément de surprise.
Donc, capacité d'escalade relativement limitée. Maintenant, on va clairement vouloir retourner aux négociations. Trump veut retourner aux négociations parce que c'est son bluff. Il veut pas aller dans une guerre ouverte. Il veut absolument pas une guerre ouverte. Ça ferait extrêmement mal politiquement. Les Américains ne veulent rien savoir de ça. Les Américains étaient en faveur de frapper le programme iranien, mais ils étaient décidément pas en faveur d'une opération plus large sur le terrain au Moyen-Orient, boots on the ground. Ça a été sondé et ressondé. Tout le monde est très, très clair là-dessus. Il y avait un peu d'ouverture dans l'opinion publique pour frapper si ça s'arrêtait là. Donc, Trump essaie naturellement de s'aligner avec cette intention populaire. Ce qu'il veut faire, c'est frapper et que ça s'arrête et sortir comme celui qui a réglé le problème. Maintenant, il y a un scénario réaliste dans lequel l'Iran accepte de retourner négocier. Il y a vraiment un scénario réaliste, parce que c'est quoi l'alternative? De vivre dans un bunker pour les 15 prochaines années? Dans l'attente d'une éventuelle attaque israélienne ou américaine? Vous allez me dire, non, ils vont faire ci, C'est cette question-là qu'on ne peut pas ignorer, puis qu'on revient tout le temps. Sa capacité à escalader est plafonnée. Vous allez envoyer quelques missiles hypersoniques contre les villes israéliennes, aucun doute. Jusqu'ici, on n'a pas vu encore les missiles hypersoniques iraniens. Soit ils ne sont pas opérationnels, ça c'est une vraie possibilité en passant, que c'est juste de la frime. Ça arrive très souvent. Les Américains ont largement exagéré leur capacité d'interception balistique pendant des années. Encore aujourd'hui, ils font croire qu'ils sont capables d'arrêter tous les missiles sur le continent américain. C'est totalement faux. At best, ils en arrêtent la moitié. Donc, il est possible que les Iraniens aient présenté leurs missiles hypersoniques, puis que ça vole pas, puis ça décolle pas, puis ça frappe encore moins. Ils l'ont déjà fait avec des avions de chasse. À nous montrer des avions de chasse, pas de moteur. C'était juste le cockpit, c'était juste l'avion, le frame, l'enveloppe, si on veut. Puis il n'y avait rien à l'intérieur. Mais ils nous présentaient ça dans des air shows comme le prochain avion iranien. Fait qu'il faut faire attention aussi à la propagande iranienne qui frôle parfois la Corée du Nord en termes de niveau de science-fiction. Le régime a avantage à projeter cette image de force totale, les fameux drones Shahed qui ont été interceptés par centaines par les systèmes de défense aériens israéliens, qui sont interceptés par centaines en Ukraine par des services, des défenses très rudimentaires, par des Stingers puis des appareils au sol qui sont en mesure de frapper les... Donc, le niveau de sophistication technologique de l'Iran a peut-être aussi été largement exagéré, encore une fois, tant par Israël que par l'Iran. On sait pour un fait qu'Israël a largement exagéré l'état d'avancement du programme nucléaire iranien. D'ailleurs, en fin de semaine, directrice de National Intelligence, Director of National Intelligence, son terme en anglais, je n'ai pas la traduction française, directrice du service de renseignement national, Tulsi Gabbard, qui disait non, on n'a pas d'indication du tout que l'Iran est en train de fabriquer une arme nucléaire. Les services de renseignement américains croient que ce n'est pas le cas. Et Trump a contredit en disant, well, la communauté des renseignements a tort. Moi, je pense qu'il fabrique une arme nucléaire. Donc, même ça aussi, le niveau d'avancement du programme nucléaire. Israël nous dit depuis 2005 à peu près que l'Iran est à quelques semaines de fabriquer une arme nucléaire. Il faut calmer nos nerfs. Donc, la question des missiles hypersoniques, on ne les a pas encore vus jusqu'ici. Est-ce qu'ils marchent? Moi, je vous le dis, je veux caler la bullshit des deux côtés. Il est possible que les missiles iraniens, ce soit n'importe quoi. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, je ne crois pas que les Américains ont détruit Fordo pour de vrai. Je pense qu'ils ont exagéré aussi et je pense qu'actuellement, ils font tout. Puis c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent ramener l'Iran en négociation en passant. Probablement parce qu'ils sont conscients et ont découvert avec horreur que leur capacité à détruire ces installations-là était, at best, discutable. Alors donc, pour ce qui est-ce qu'il y a une autre issue à part la chute du gouvernement iranien? Absolument, une négociation. Les Américains ont montré qu'ils sont prêts à négocier encore et tout ce que l'Iran aurait à abandonner, c'est même pas sa capacité balistique, c'est même pas ses proxys dans la région, c'est même pas rien de tout ça, c'est même pas l'alliance avec la Russie, c'est juste le programme nucléaire et même l'enrichissement. On leur donne le droit à un programme nucléaire. Donc voilà comment le conflit se termine. Là, la grosse question, c'était un peu ça, en fait. Il fallait absolument, et jusqu'ici, je veux le dire, vous allez me lancer des tomates, mais Trump joue bien ses cartes. Jusqu'ici, sur ce dossier précis, on s'entend, là, très, très, très précis, Trump a bien joué ses cartes. Il a essayé de négocier pour vrai.
il a vraiment fait des propositions raisonnables qui auraient pu amener le régime iranien à faire des concessions et à avoir une entente qui était vraiment bonne pour la stabilité régionale. L'Iran n'a pas voulu jouer à ce jeu-là, a refusé de laisser sa capacité d'enrichissement être déléguée à un consortium régional, a refusé d'avoir juste un programme d'énergie nucléaire, a voulu maintenir un programme caché dans les montagnes avec sa propre capacité d'enrichissement. C'était pas acceptable. Il n'y a pas un pays qui pourrait accepter ça. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour tout le monde autour. Il n'y a personne qui voulait de la prolifération nucléaire au Moyen-Orient. Et si, quand on se dit, on est les deux d'accord avec ça, t'es d'accord, je suis d'accord, on veut pas de bombes nucléaires, good. Prenons les moyens pour pas que ça se produise. Et que toi, tu veux maintenir la capacité de le faire, là, ton honnêteté et ta probité est remise en doute. Fait que je comprends les Américains, je comprends Trump là-dessus. Ensuite, à partir du moment où il est devenu très clair pour Trump qu'il allait frapper et qu'il allait permettre à Israël de le faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenu la ruse. Et il a fait comme si tout était normal. Trump a continué à planifier des négociations. Il disait ouvertement que l'attaque, « Ah non, je les retiens, je ne penserai pas qu'il arrivera quoi que ce soit, je ne pense pas que les Israéliens vont attaquer, j'empêche une attaque de la sorte. » Ensuite, on avait ces fuites dans les médias, comme quoi, effectivement, Trump empêchait une attaque. Ensuite, vous aviez Netanyahou qui disait des fuites calculées dans les médias israéliens, comme quoi Netanyahou ne serait pas à la capitale en fin de semaine. Netanyahou allait quitter pour aller au nord du pays, assister au mariage d'un de ses fils. Complètement faux. Complètement faux. Mais ça permettait d'enfumer l'Iran et de faire croire que Netanyahou ne sera pas à Tel Aviv, donc clairement, il n'y aura pas de frappe en fin de semaine. Il est à son OK, good, on est bon pour quelques jours de plus. L'Iran savait qu'elle allait avoir une attaque, mais il essayait de lire quand est-ce que ça allait venir, et les Américains faisaient croire que les négociations continuaient. Donc là-dessus, Trump a vraiment bien joué ses cartes. Une fois que l'attaque israélienne a été faite, là, naturellement, la question était de savoir est-ce que les États-Unis allaient s'impliquer eux aussi, allaient frapper. Et Trump, là-dessus, encore une fois, il faut lui donner, il a bien joué sa carte de ne pas le dire ouvertement. Il fallait maintenir un secret opérationnel. Clairement, comme je vous dis, il y a des options qui ont été présentées à Trump et on a été très clair avec lui. C'est-à-dire, peu importe l'option que vous choisissez, M. le Président, il y en a pour 12 à 24 heures avant qu'on puisse activer l'opération en tant que telle. Si vous me dites, par exemple, on frappe tel ensemble de cibles, juste les installations nucléaires, ou si on frappe une frappe beaucoup plus large sur le régime au complet, peu importe le scénario, ou pas de frappe du tout, il faut du temps. Et dans l'interstice, il faut absolument que la ruse soit maintenue et que l'Iran ne voit rien venir. Ça, Trump l'a très bien compris et encore une fois a parlé de son 2 semaines, a parlé qu'il y aurait potentiellement une négociation qui s'en venait avec l'Iran. Ça avait l'air d'un taco. Ça avait vraiment l'air d'un Trump always chickens out. Et on dirait qu'il l'a utilisé à son avantage en sachant justement que personne n'allait y croire et qu'à la seconde qu'il parlait d'un délai de 2 semaines, qu'il a déjà donné à Russie 50 fois, qui est venu, qui est passé, qui est venu, qui est passé. Ces 2 semaines-là, on l'a vu là, avant. Là. On l'a vu avec la Chine, on l'a vu avec les tarifs et chaque fois, c'était une manière de gagner du temps. Donc Trump, en toute connaissance de cause, ironiquement, a utilisé cette carte, la carte du taco, et l'a joué très publiquement et ça a fonctionné. Les Iraniens n'ont pas vu venir l'attaque américaine sur le programme nucléaire. Donc là-dessus, Trump, jusqu'ici, joue bien ses cartes. Et sa carte finale, qui est celle de dire « Maintenant, voulez-vous négocier? » Il fait bien de jouer encore une fois à son indésirable ou intolérable. On en a parlé beaucoup à Revue de presse de cette tactique de négociation de Trump, où on élargit la fenêtre autant que possible à présenter les options. Veux-tu abandonner ton programme nucléaire? Ou c'est un changement de régime en Iran? C'est ce que fait Trump, au fond, en élargissant encore une fois au maximum la fenêtre. Est-ce qu'il y a vraiment l'intention d'un changement de régime? J'y crois pas. Les Américains qui se lancent dans une invasion terrestre de l'Iran, ce serait sauter tête première dans un trou noir, là. On parle quand même d'un pays d'environ 90 millions de personnes. C'est pas l'Afghanistan, c'est certainement pas l'Irak de Saddam. Et ce serait, comme je vous le dis, un trou noir dans lequel on se perdrait pendant des années. Et aucun doute, certains d'entre vous ont relevé ce qui est possible, que la Russie, la Chine regardent ça aller, soit comme « go, allez-y ». Très possible que la Russie, la Chine regardent ça et soient excités à l'idée de voir les États-Unis s'impliquer dans une opération terrestre au Moyen-Orient. Les États-Unis ne sont pas plus cons que les autres.
Alors Trump, là-dessus, je n'ai aucun doute qu'il ne veut rien savoir d'une opération en Iran, mais il n'a pas le choix de faire miroiter la possibilité d'un changement de régime. De dire, je peux aussi lâcher la laisse complètement d'Israël puis dire, fais ce que tu veux, j'en ai plus rien à faire. Il n'y a plus de négociation possible avec eux. Alors là-dessus, je dis, Trump joue bien sa carte. L'ultime, c'est de dire, on peut continuer plus loin les attaques, on peut continuer dans notre offensive. Il faut afficher cette possibilité-là. Si Trump dit ouvertement, c'est terminé, ça y est, on a fini, on a fait notre job, ça s'arrête là, il n'y a aucune motivation pour l'Iran à négocier. OK, on a passé à travers. Donc là-dessus, ce que je veux dire, il faut faire attention à Trump et ci, Trump et ça. Là-dessus, il a bien joué ses cartes diplomatiquement, tactiquement, militairement. Ça a permis l'opération américaine, israélienne avec des pertes nulles dans une mission quasi suicidaire, là, extrêmement complexe et risquée. Alors, on doit quand même donner à César ce qui lui revient là-dessus. Est-ce qu'il y aurait une autre issue à part la chute du gouvernement iranien? Négociation. Bonjour Benjamin. Trump, Israël, Russie, même l'Iran veulent ce qui se passe. Mais les États-Unis, j'ai le sentiment que l'attaque des États-Unis ne sert pas les intérêts du peuple américain, mais plutôt ceux de certains acteurs stratégiques. Trump agit ici non pas pour des raisons électorales, effectivement, les Américains ne veulent rien savoir, mais pour des motivations plus profondes et personnelles. Difficile à cerner précisément, là-dessus j'avoue, j'embarque pas, mais qui semble pousser à encourager une escalade. Israël, de son côté, a tout intérêt à voir les États-Unis s'engager davantage militairement, absolument. L'objectif semble être de provoquer chez eux des coûts irrécupérables en les poussant à une implication longue et coûteuse afin de réduire leur capacité à influencer ou rééquilibrer les forces régionales par la suite. Je suis pas vraiment d'accord avec cet élément. Si vous me parlez vous voulez que les États-Unis engrangent des coûts irrécupérables et qu'ensuite leur capacité à changer la région soit... Non, les Israéliens ont besoin des États-Unis. C'est leur plus grand allié, c'est grâce à l'implication américaine qu'ils sont en mesure de mener à bien cette opération et la défense américaine en conséquence. Donc, je ne suis pas d'accord sur la théorie sur laquelle Israël voudrait affaiblir la posture américaine, c'est le contraire. Israël sait très bien que les États-Unis, en tant que puissance globale, préfèrent généralement maintenir un équilibre en favorisant la coexistence de plusieurs puissances régionales. Faux. Par exemple, si Israël devenait trop dominante, Washington chercherait probablement à soutenir d'autres acteurs comme la Turquie pour contrebalancer cette montée. Totalement faux. Et c'est justement ce qu'Israël veut éviter. Je comprends absolument pas comment on fait pour arriver à cette question-là. Je résume, en gros, vous me dites, Israël voudrait amener les États-Unis dans le conflit en Iran parce que comme ça affaiblirait les États-Unis et ça réduirait leur capacité à jouer le kingmaker ensuite au Moyen-Orient et sous-tendant le fait qu'actuellement c'est ce qu'ils font et qu'ils essaient de réduire l'influence d'Israël. C'est tellement faux sur tous les points. Les Israéliens veulent maintenir la capacité des Américains à intervenir en tout temps au Moyen-Orient, justement, spécifiquement pour ce scénario, parce que aussi les Israéliens ne peuvent pas se défendre tout seuls contre la totalité des pays qui pourraient lui prêter une hostilité dans l'éventualité d'un conflit global. On penserait par exemple à une attaque qui vient de tous les côtés. On a besoin des Américains. Un scénario catastrophe dans lequel l'Iran, effectivement, joue avec la Chine et la Russie. Comprenez, on n'a pas le choix d'avoir les Américains. Donc, l'idée selon laquelle les États-Unis jouent de l'extérieur pour maintenir un équilibre faux, totalement faux. En fait, je peux vous le prouver, les États-Unis ont une intention affichée, démontrée publiquement, de renforcer Israël et de maintenir un déséquilibre contre ses adversaires. C'est ce qu'on appelle l'avantage qualitatif. Les Israéliens ont un droit exclusif au Moyen-Orient sur un nombre d'équipements militaires américains spécifiquement pour maintenir leur avantage relatif sur les autres. Pourquoi on ne vend pas d'F-35 à la Turquie pour caler bullshit sur cet autre élément-là? On n'en vend pas d'F-35 à la Turquie. Si on voulait créer un équilibre, on en donnerait à la Turquie. Soudainement, les deux auraient un avion de 5e génération furtif, capable d'opérer en toute impunité sur le territoire de l'autre, ou du moins presque. On ne l'a pas fait, justement pour maintenir l'avantage qualitatif israélien. La notion selon laquelle les Américains essaient de réduire Israël et de le baisser pour le ramener au niveau des autres, c'est le contraire. On fait tout pour lui donner des armes spécifiquement adaptées à leurs besoins d'asymétrie. Sachant qu'Israël est moins fort que les autres, on lui donne les meilleurs équipements. Je parle moins fort en termes quantitatifs, bien sûr. Là. On lui donne tous les équipements qu'il désire. Fait que la notion selon laquelle Israël devenait trop dominante et Washington cherche à les réduire et à promouvoir d'autres acteurs pour maintenir l'équilibre. Au contraire, les Américains ont avantage à la situation qu'on voit en ce moment, là. C'est leur scénario rêvé. Un scénario dans lequel
Tout le monde n'est pas trop fâché après Israël, tous les pays du Golfe. Tout le monde regarde dans l'autre direction et joue aux trois singes. Rien vu, rien entendu, rien dit. Et de l'autre côté, Israël est en mesure de son côté, gérer la région sans trop l'implication des États-Unis. Israël a été en mesure de se débarrasser du Hamas, du Hezbollah, des Houthis au Yémen. On a eu quand même une campagne très punitive là-dessus. On a Bachar al-Assad, la Syrie qui est tombée. On a quand même une zone de tampon qui a été créée en Syrie, un espace qu'on a pris le contrôle au Liban. Les Américains regardent ça aller, et puis inquiétez-vous pas, ils ne sont pas particulièrement intéressés. Et pas particulièrement embêtés non plus. Au contraire, ils applaudissent avec une larme aux yeux, ils se disent « Good, enfin, on n'a plus besoin d'être au Moyen-Orient. Israël a le contrôle, Israël est sur le dessus. » Justement, et ça c'est l'objectif de politique étrangère des États-Unis depuis des années, d'essayer de diviser les pays arabes, de normaliser la relation avec Israël. Voyez ça comme ça. Si Trump voulait maintenir un équilibre dans la région, est-ce qu'il aurait fait les accords d'Abraham? Ben non. Il se serait assuré au contraire qu'il y ait une certaine hostilité envers Israël et que ce soit maintenu pour s'assurer qu'Israël ne peut jamais gagner des nouveaux alliés et mener exactement la campagne qu'on vient de voir. Si Israël a été en mesure de frapper tout le monde pendant les 2 dernières années et de faire le ménage à travers tous ses adversaires, c'est surtout parce que les autres, justement, ont décidé de regarder dans l'autre direction. Arabie Saoudite, notamment. Liban. Qatar. Alors, non, je ne crois pas du tout la théorie selon laquelle on voudrait particulièrement faire ça. Il faut quand même vivre dans le monde réel. Quel est l'état d'esprit du peuple iranien face aux opérations israéliennes et américaines? A-t-il les moyens et l'énergie nécessaires pour se soulever face au régime? Une excellente question. Malheureusement, je pense qu'il y a juste les Iraniens qui ont la réponse à cette question, à savoir quel est l'état d'esprit. Une chose est sûre, moi, si on peut spéculer, c'est après la seule chose qu'on peut faire, c'est que on l'a vu avec la pandémie, on l'a vu avec le 11 septembre, on l'a vu avec, très récemment au Canada, l'épisode de chicane avec les États-Unis. Typiquement, quand un pays, un peuple a l'impression d'être sous attaque, il y a plutôt un mouvement de ralliement autour du drapeau, plutôt que l'inverse. De se dire « Maudit, notre pays est donc bien pas bon, puis le gouvernement est donc bien pas bon ». Ça vient plus tard, ça. Dans la période anxiogène, en période où ces événements historiques-là se produisent, typiquement, les gens vont se rallier à leur drapeau. Là, il y a un patriotisme qui prend place. Et donc, il me surprendrait de voir que dans l'épisode auquel on vient d'assister, la population iranienne tire comme conclusion qu'il faut renverser le régime et donc donner à Israël et aux États-Unis exactement ce qu'ils veulent. Je ne croirais pas. Et c'est une des raisons, en passant, pour lesquelles Barack Obama, notamment, et même Trump, dans son premier mandat, était très réticent à l'idée de frapper l'Iran, parce qu'il pensait que ça allait être contre-productif et que d'aller justement frapper massivement le gouvernement au moment où il était très fragile, au moment où il y avait des manifestations dans la rue, au moment où vraiment la nature rigoriste du régime est remise en doute par la population, ça aurait peut-être eu l'effet nuisible de rallier la population au régime. Et c'est probablement ce à quoi on vient d'assister. Là, on voit les Iraniens plutôt qui scandent des slogans dans les rues, « Mort à Israël, mort à l'Amérique ». S'il y a un changement de régime, ce ne sera pas avant quelques années. Je ne pense pas que ça se produise immédiatement et la menace américaine d'un changement de régime n'est pas particulièrement crédible non plus. Dans les dernières semaines, M. Trump a mentionné à quelques reprises son désir de changement de régime en Iran. J'aimerais donc savoir quel groupe ou quelle faction serait en position de prendre la relève dans une telle situation. Probablement que la relève, on l'a vu depuis la perspective américaine dans les derniers jours, ce serait de retourner au Shah. Et ça, là-dessus, je vous avoue, j'ai trouvé que c'était hilarant, spectaculaire. La première fois que j'ai vu ça, le Shah d'Iran, le fils du Shah d'Iran, on se parlait précédemment, ceux qui sont familiers avec l'histoire de l'Iran, avant la révolution de 1979, le régime qu'il y avait en place, c'était le régime des Shahs. Et le dernier des Shahs, si on veut, Reza Pahlavi, qui avait été expulsé littéralement de l'Iran à coups de pied au derrière par la population, on l'avait exilé en Occident. Et la révolution iranienne s'est faite entièrement donc contre les États-Unis, contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Aujourd'hui, le fils du Shah d'Iran, si je comprends bien, habite aux États-Unis
et ne cesse d'intervenir publiquement avec des publications sur X en disant il est l'heure pour le peuple iranien de se relever, c'est le temps maintenant. Et moi, j'en riais, je trouvais ça hilarant en me disant, mais la CIA n'a aucune gêne, parce que le Shah iranien était clairement, justement, une marionnette des services de renseignement, tant britanniques, français, américains, etc. Et aujourd'hui, mais vous avez le fils du Shah d'Iran qui habite aux États-Unis et qui va de déclarations comme quoi c'est le temps de changer de régime. C'est même pas subtil quelle est l'intention là-dessus. C'est probablement, effectivement, que les États-Unis ont eu des communications. Est-ce que c'est coordonné ou pas? C'est difficile à savoir, mais il est possible qu'on ait eu des coordinations, des communications avec le fils du Shah, comme quoi il devrait peut-être faire sortir sa tête du lot un peu, inviter le peuple iranien et rappeler les gens de son existence d'une certaine manière. J'y crois pas du tout. D'abord, le fils du Shah n'a pas vraiment d'influence en Iran. Comme je vous dis, une influence extrêmement marginale et limitée, pas vraiment de rôle sur la scène politique. Donc, l'idée selon laquelle il pourrait inviter une révolution, la Maison-Blanche y croit. Mais comme je vous dis, ça me semble plus être une tentative de intolérable contre indésirable. On veut vous faire croire qu'on y pense vraiment, là, de faire changer le régime pour obtenir des concessions que probablement le régime n'aurait pas été prêt à offrir. Est-ce que la Chine ou la Russie pourraient fournir l'arme nucléaire à l'Iran? Ne serait-ce pas la solution pour ces deux États de changer complètement la dynamique mondiale en leur faveur? Utiliser l'Iran comme proxy pour tenter d'établir leur supériorité face à l'Occident. J'aime l'esprit derrière ça. Maintenant, ça ne tient pas debout. Et je peux vous montrer assez rapidement pourquoi et comment. La Russie et la Chine pourraient fournir l'arme nucléaire à l'Iran. On joue à Game Theory ensemble. Chacun son tour. Vous jouez votre tour. Vous donnez une arme nucléaire à l'Iran. Good, c'est mon tour. Je donne une arme nucléaire à Taïwan. You're fucked. Donc non, c'est pas une possibilité. C'est juste pour vous dire, c'est ça, c'est un jeu, ça se joue à deux. Et si jamais l'Iran et la Russie décidaient de commencer à fournir des armes nucléaires, on a beaucoup plus d'alliés que les deux, combinés ensemble. Et ce serait pas particulièrement difficile de trouver des endroits qui seraient réceptifs à une bombe nucléaire. Est-ce que l'Arabie Saoudite en veut pas une? Le Japon en veut-tu? La Corée du Sud? Taïwan? Philippines? Australie? Écoutez, si c'est à ça qu'on veut jouer, là. Donc non, c'est vraiment pas dans l'intérêt de la Chine ou de la Russie de commencer ça, ça ira pas très loin. Bonjour Benjamin, quelles sont les chances que l'Iran ferme le passage d'Ormuz? 10%. Et penses-tu que la Chine ou la Russie vont se mêler de cette guerre? 0%, puisqu'ils sont dépendants de la vaste majorité du gaz passant par là. Ça, c'est un point que je veux reprendre encore une fois. Puisqu'ils sont dépendants de la vaste majorité du gaz passant par là, c'est faux. Là, vous me parlez de la Chine et de la Russie. La Russie n'a aucun intérêt avec le gaz, le pétrole ou quoi que ce soit, les hydrocarbures qui sortent du Golfe. Au contraire, s'il y a quoi que ce soit, ça ferait leur affaire qu'il y ait une perturbation dans le trafic, dans le marché mondial de l'énergie, parce que la Russie est un pétro-État qui exporte des quantités massives d'hydrocarbures et qui est donc directement affecté par le prix du baril positivement. Si le prix du baril augmente, ils font plus d'argent. Donc non, il n'est pas vrai que la Russie est dépendante des hydrocarbures. La Russie est totalement indépendante, produit ses propres hydrocarbures et même en exporte. C'est pas un marché qui l'intéresse du tout et même c'est un compétiteur. Ensuite, la Chine, mais on l'a couvert un peu plus tôt, il y aurait la possibilité de trouver d'autres approvisionnements, notamment en Russie. Ça fait un certain temps d'ailleurs qu'on a ces fameux gazoducs, ces projets de gazoducs entre la Russie et la Chine qui n'ont jamais vu le jour. Pourquoi? Parce que la Chine négocie pour un prix trop bas. On avait ces grandes histoires là, excentriques comme quoi la Chine et la Russie formaient une alliance stratégique et que ça devenait des amis à la vie, à la mort. Le fait est que quand on a annoncé ce fameux gazoduc, on n'a jamais construit parce que les Chinois exigent d'avoir un rabais systématique que la Russie trouve déraisonnable. Fait qu'il faut arrêter de voir comme si la Chine essaie d'aider la Russie. Non, pas particulièrement. Ils essaient d'en tirer avantage autant qu'ils peuvent. Donc là-dessus, est-ce que la Chine et la Russie vont se mêler de la question de l'Iran? Absolument pas. On a vu en fait des avions chinois cargo entrer mystérieusement en Iran dans les heures qui ont précédé la frappe américaine et tout indique que c'était les Chinois qui sortaient des gens d'Iran. Sortaient probablement leurs propres ressortissants, alors qu'on a en fait entrer un certain nombre d'avions, atterrir en Iran pour ensuite repartir vers la Chine, tout ça dans un
relatif mystère. Alors, d'après Marco Rubio, secrétaire d'État d'ailleurs, qui disait non, on n'a absolument rien vu de la Chine. S'il y a quoi que ce soit, ils sortaient leurs ressortissants. On n'a aucune raison de s'inquiéter en ce moment. Inquiétez-vous pas que les Américains nous le feraient savoir si jamais il y avait un mouvement quelconque de la part de la Chine. Au contraire, tant la Russie que la Chine en ce moment nous montrent qu'ils n'ont aucun intérêt là-dedans et qu'ils souhaitent que ça se règle rapidement. Est-ce que l'Iran va vraiment répliquer? Et si oui, de quelle façon? Voilà une question productive et tout à fait pertinente. Oui, l'Iran va répondre. Maintenant, on a parlé de sa capacité d'escalade relativement plafonnée. Donc, moi, ce que je m'attends, c'est qu'on va aller au dernier et ultime niveau. Les missiles hypersoniques, s'ils existent et qu'ils fonctionnent, ils vont être déployés sur probablement les villes israéliennes. C'est là qu'on va maximiser l'impact. Je serais extrêmement surpris que les Iraniens frappent les Américains. À mon avis, ils vont surtout viser les intérêts israéliens. Peut-être qu'on va avoir une montée des escalades, à partir du Hezbollah, à partir du Hamas, où on va avoir un regain d'activité un peu. Mais encore une fois, on revient à notre plafond. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, le Hamas? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, le Hezbollah? Leurs deux mains sont attachées, ils ont demandé de l'argent à l'Iran, ils l'ont pas obtenu parce que l'Iran ne pouvait pas leur donner, ils n'avaient pas l'argent eux-mêmes. Les munitions iraniennes arrivent pas mal à leur limite. Là où on pourrait arriver à une forme d'escalade intéressante, en fait, c'est pour l'Iran, bien sûr. C'est dans un scénario dans lequel l'Iran réussit à trouver le bout de l'inventaire israélien de missiles intercepteurs. Ça, c'est pas impossible. On en parlait plus tôt, les Iraniens ont beaucoup plus de missiles offensifs que les Israéliens ont de missiles défensifs. Donc, si on décidait d'explorer la capacité israélienne jusqu'à son extrême, on pourrait découvrir que, par exemple, il reste 500 ou 600 missiles à l'Iran à balancer sur Israël et qu'Israël n'a aucun moyen de se défendre. Ce serait possible. Maintenant, clairement, les Israéliens prennent des mesures pour pas que ça se produise. Comme je vous ai mentionné, on rationne l'utilisation de ces missiles intercepteurs. Déjà, on essaie de motiver les Américains à déployer plus de navires et d'éléments pour intercepter justement les missiles iraniens au large d'Israël. Donc là-dessus, je ne crois pas vraiment que l'attaque iranienne pourrait escalader le conflit. Au contraire, ce qu'on montre, c'est que nous, on monte d'un niveau d'escalier à chaque fois et que l'Iran reste au même. Moi, ce que ça me dit, c'est pas qu'ils veulent pas monter, c'est qu'ils sont plus capables, tout simplement. Et c'est probablement ce qui a invité l'attaque américaine, d'ailleurs. Si on avait présenté un scénario à M. Trump, comme quoi il va y avoir des pertes et des dommages collatéraux majeurs du côté des États-Unis, et que probablement que toutes nos bases au Moyen-Orient vont être visées simultanément, et qu'Israël va payer le prix de notre attaque, on aurait été plus réticents. Les Américains ont presque eu l'air excités à l'idée d'enfin aller frapper l'Iran. C'est parce qu'il y avait une fenêtre stratégique exceptionnelle puis qu'ils savaient que l'Iran ne pouvait pas vraiment répondre dans la situation actuelle. Alors, est-ce qu'il y aurait une réponse? Je pense qu'on l'a pas mal déjà vu. Il va y avoir beaucoup de gesticulation, beaucoup d'agitation. Naturellement, l'Iran ne peut pas perdre la face. Mais comme je le disais plus tôt, Trump a bien joué ses cartes et c'est le dernier élément que j'avais oublié de mentionner. Il a donné une rampe de sortie à l'Iran. Ce qui était extrêmement nécessaire. Ça, c'était essentiel et était dangereux de ne pas le faire. De dire, on veut X, Y, Z et on te bombarde et tu ne donnes aucune rampe de sortie, ça aurait poussé le régime dans le coin et naturellement, il n'y a rien de plus dangereux qu'un animal blessé. Probablement qu'il aurait été invité à prendre des décisions un peu moins rationnelles et peut-être qu'il aurait été tenté de bloquer le détroit d'Ormuz et peut-être qu'il aurait été tenté de poser des gestes absolument démesurés s'il avait l'impression que c'était ça ou l'effondrement du régime. Trump a eu l'intelligence de soumettre une voie de sortie et de dire c'est l'effondrement du régime ou la négociation est encore sur la table, notre proposition. Donc là-dessus, l'Iran a toujours une rampe de sortie qui lui évite de perdre totalement la face. Certes, militairement, sa crédibilité va être atteinte. Tout le monde dans la région qui craignait l'Iran va probablement refaire son calcul autrement. Et maintenant, on constate que l'Iran, c'était, sans dire un tigre de papier, que sa puissance avait largement été exagérée. Bonjour. Penses-tu qu'actuellement, le Mossad est plus puissant que la CIA? C'est une excellente question. Le Mossad, je pense, a un autre type d'infiltration que la CIA et aussi des cibles différentes. Le Mossad est très concentré sur le Moyen-Orient, surtout
particulièrement sur l'Iran, de la même manière que la CIA serait concentrée surtout sur la Russie et la Chine. Donc, il faudrait y aller au cas par cas, savoir les capacités de quel service de renseignement dans quelle région. Les Américains, je pourrais vous le dire, ont une capacité beaucoup plus globale. Israël a un service de renseignement. La CIA a vraiment une capacité d'action directe à travers le monde entier qui est incomparable. Maintenant, si on prend en Iran, est-ce que les services du Mossad sont plus sophistiqués, plus avancés, ont pénétré plus loin, si on veut, dans l'infrastructure logicielle de l'Iran? Absolument. Absolument. La CIA lui arrive pas à la cheville. Il n'aurait jamais pu mener une opération comme on l'a vu récemment. La pénétration du Mossad aussi au Liban, par exemple, avec l'opération spectaculaire des fameux téléavertisseurs qui ont explosé simultanément, etc. Le niveau de pénétration et de renseignement du Mossad dans certains pays dépasse largement la CIA, mais pour ce qui est d'une présence globale, la CIA a encore, je crois, l'avantage là-dessus. Juste une question de moyens. Hein. Le Mossad a beau une organisation extrêmement puissante, son budget, ses ressources n'arrivent pas proches de la CIA. Benjamin, que pensez-vous de la proposition récente de la Russie de jouer un rôle d'intermédiaire dans le conflit entre l'Iran et Israël? Selon vous, cette démarche est-elle crédible au regard des intérêts géopolitiques en jeu ou s'agit-il plutôt d'une manœuvre stratégique de Moscou pour renforcer son influence au Moyen-Orient? Excellente question. Comment se positionne la Russie et pourquoi proposer une médiation? La Russie veut s'en détacher, s'en laver les mains, sans que ce soit trop évident. Et donc, si elle regarde dans l'autre direction pendant que son allié se fait bombarder, ça paraît pas très bien. L'alternative, c'est quoi? De dire qu'il faut que les bombardements s'arrêtent. Donc, qu'elle endosse la posture iranienne. C'est pas possible. La Russie a déjà montré qu'elle n'est pas prête à aller jusque-là. Et ça dit tout. Plutôt, elle choisit de nous dire « OK, là, ni vous, ni l'Iran, vous avez raison. » Et il y a donc une posture de compromis qui doit être atteinte. Chacun, vous devrez faire des concessions et on est prêt à organiser cette médiation de par notre proximité avec l'Iran. Ce que la Russie est en train de dire, c'est que notre proximité à l'Iran, comment on l'intervient, c'est en tant que médiateur et non en tant qu'allié. On pourrait aider à régler le problème, mais sans action directe. La Russie, ce qu'elle a fait par cette déclaration, ce n'était pas vraiment une tentative de faire de la médiation, autant que de juste publiciser sa position. Juste pour que tout le monde comprenne qu'en ce moment, on n'est pas en train de backer l'Iran, on n'est vraiment pas enthousiaste avec la situation actuelle et on va l'écrire noir sur blanc en allant aussi loin qu'on peut aller. On ne peut pas écrire « l'Iran a tort, vous faites bien de frapper le programme nucléaire et on n'embarquera pas là-dedans ». Mais ils peuvent écrire « la situation actuelle, blablabla, blablabla, puis on s'invite à la médiation ». Ça, vous avez le droit de dire ça. Donc, à mon avis, en ce moment, la Russie, ce qu'elle fait, c'est surtout une gesticulation pour que tout le monde comprenne sa posture. Bonjour à l'équipe. Comment ont réagi les acteurs de la région? Quels sont les impacts futurs? Y aura-t-il une réponse de l'Iran? La réponse de l'Iran, on en a parlé. Moi, je crois qu'on est largement plafonné. Les acteurs de la région, on pourrait penser par exemple à la Syrie. On pourrait penser, moi surtout, celui qui me vient en tête, c'est la Turquie. Je pense que la Turquie, au point où on en est vraiment le seul à pouvoir intervenir pour arrêter l'opération israélienne. Et on verra naturellement, en conséquence de ça, des liens beaucoup plus forts au cours des prochaines années entre la Turquie et l'Iran. Parce que là, vous voyez la scène. La Turquie est la seule dans toute la région au complet à avoir la volonté et la capacité d'arrêter entièrement l'opération israélienne. Comment? Par son contrôle sur la Syrie. La Turquie contrôle la Syrie, particulièrement l'espace militaire, aérien. Alors, s'ils décident demain matin d'installer des sites d'interception en Syrie, et qu'à partir de maintenant, it's a no-fly zone. Vous n'avez plus le droit de survoler le corridor aérien syrien pour aller bombarder en Iran. Et si vous le faites, on abat l'avion. Vous allez me dire, franchement, la Turquie n'abattrait pas un avion d'Israël. La Turquie a abattu un avion russe il y a, 4 ou 5 ans? Parce que l'avion russe a frôlé l'espace aérien turc pendant quelques secondes. Boum, on l'a abattu en plein vol. Donc, les Turcs ne sont pas gênés d'abattre quelque chose qui leur fait pas plaisir dans un espace aérien qu'ils contrôlent. Là, c'était l'espace turc. S'ils décident d'un matin qu'ils télégraphient, vous n'avez plus le droit de passer ici, on fait ça pour la stabilité de la région, on fait ça pour empêcher une escalade, et à partir de maintenant, ce passage n'est plus praticable. Si les Israéliens forcent la porte
Ils risquent de trouver un coup de 12 de l'autre côté, ce ne sera pas drôle. Et là, on pourrait avoir une escalade régionale beaucoup plus conséquente parce que la Turquie, c'est pas l'Iran. La Turquie a vraiment la capacité de faire du mal à Israël. La Turquie, pour imposer une pénalité militaire énorme à Israël, a une capacité aérienne, a une capacité terrestre largement supérieure à Israël et a une capacité navale largement supérieure à celle d'Israël. Donc, la Turquie, à mon sens, est beaucoup plus l'acteur régional qu'on devrait suivre, et c'est pourquoi, en passant, les Américains, on a su entre les branches qu'ils ont appelé la Turquie, juste avant l'opération, pour les avertir. En passant, les avions israéliens vont survoler l'espace aérien syrien, on sait que tu le contrôles, s'il te plaît, fais rien, laisse-le passer. Est-ce que la Turquie, probablement, est-ce que la Turquie a utilisé ça pour extraire des concessions? C'est sûr, c'est la Turquie. C'est sa vie au complet, c'est ça. C'est d'utiliser sa posture géopolitique, géographique et diplomatique pour extraire des concessions des deux côtés. Alors là, probablement que la Turquie a réussi à obtenir un cadeau. Comme quoi, OK, on vous laisse passer, qu'est-ce qu'on a en échange? Pour être tranquille. La même chose pourrait être faite du côté iranien. C'est ce que je vous dis qu'en ce moment, la Turquie a énormément à offrir à l'Iran. Pas nécessairement d'opposition ferme. Il y a un quiproquo très évident qui pourrait être obtenu sur la question des Kurdes, notamment. On pourrait tout simplement demander aux Iraniens d'augmenter la pression sur les Kurdes d'Irak, etc., et ça ferait l'affaire d'Erdogan. On pourrait aussi demander à l'Iran de faire un nombre de concessions économiques à la Turquie. Bref, il y a un certain nombre de possibilités et clairement, l'Iran sera intéressé à entretenir des relations beaucoup plus productives à l'avenir avec la Turquie, ce qui nous invite de notre côté à bien sûr démarcher la Turquie. Vous verrez l'Europe, vous verrez les États-Unis essayer de les ramener encore une fois de leur côté pour empêcher que ça se produise justement. Alors, la réaction des acteurs de la région, bien, la Syrie, elle n'existe plus. C'est la CIA maintenant qui dirige la Syrie. Le Liban, ça n'existe plus. C'est Israël maintenant qui dirige le Liban. Gaza, on n'en parle pas. Je veux dire, non, l'Arabie saoudite, on en a parlé plus tôt, ils ont appelé l'Iran pour leur rendre service, normaliser les relations avec Israël, ou presque. Donc, non, en ce moment, les acteurs régionaux, le contexte est vraiment totalement contre l'Iran. Crois-tu que la guerre avec l'Iran va accélérer le déclin de l'Empire américain et de la dédollarisation? Dans le même ordre d'idée, est-ce que les événements au Moyen-Orient peuvent encourager la Chine à envahir Taïwan? Quelle excellente question. Tout à fait pertinente, parce que ça élargit, si on veut, notre analyse, notre évaluation de juste le Moyen-Orient, à quel est l'impact sur le reste du monde de cet événement sur la dollarisation, sur l'Empire américain et sur la Chine, Taïwan, etc., les autres relations entre les États. Question super pertinente. D'abord, je ne crois pas que ça va accélérer le déclin de l'Empire américain, la dédollarisation. S'il y a quoi que ce soit, ça pourrait être l'inverse, parce qu'on sait que l'Iran, le régime iranien, est un gros joueur dans cette dédollarisation internationale. De par les sanctions qui ont été imposées contre lui, il a un intérêt très fort à pousser pour la dédollarisation. Si on était en mesure d'arriver à une entente nucléaire avec l'Iran, et croyez-le ou non, on s'en est rapproché plutôt qu'éloigné au cours des dernières semaines. Ce qu'on voulait de l'Iran, qui empêchait une entente, c'était que l'Iran tenait à son enrichissement nucléaire, son enrichissement d'uranium. On lui a retiré cette capacité. Alors maintenant, la négociation se passe sans cette carte problématique. Il est possible absolument qu'on arrive à une forme d'entente comme Obama l'avait, à la différence qu'elle sera un peu plus rigoureuse et un peu plus ferme du côté des États-Unis. Là-dessus, ça jouera en faveur des États-Unis. Si on se retrouve avec un Iran qui soudainement n'est plus un opposant du régime financier, n'est plus exclu du système bancaire international, mais au contraire, l'Iran aurait tout un avantage à y participer et probablement qu'elle modérerait ses activités dans le BRICS et auprès de la Chine et de la Russie et des autres partenaires qui essaient de dédollariser. Une des grosses raisons, c'est ça qui est vraiment... Je suis triste de vous l'annoncer, non, mais la dédollarisation, les seuls clients pour la dédollarisation, c'est ceux qui n'ont pas accès au dollar. C'est les seuls qui veulent dédollariser. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est la Corée du Nord, c'est l'Iran, c'est le Venezuela. Ce sont les pays qui n'ont pas accès au dollar parce qu'ils sont sanctionnés, se retournent de bord et disent « Bon, ben fuck le dollar de bord, j'en ai pas besoin. » Ben là, c'est sûr, t'en as plus.
Donc, si l'Iran, d'un matin, on le réintègre dans le système bancaire international, les chances sont que c'est le contraire. L'Iran va avoir un intérêt à accumuler des dollars à nouveau pour financer ses échanges internationaux, va avoir un intérêt à collatéraliser sa dette en dollars, va avoir un intérêt à résumer les relations internationales avec tant les États-Unis que l'Europe, etc. Fait que c'est quoi que ce soit, ça va l'éloigner de la Chine et de la Russie. Si on avait une entente avec l'Iran, c'est la Chine et c'est la Russie qui perdent. Ils veulent pas d'une négociation. Ils veulent que l'Iran reste hostile, il reste un membre de la coalition internationale anti-Occident. La Chine, Russie, Venezuela, Iran, etc., tous ces pays loussement attachés qui ne partagent rien d'autre que l'opposition à l'Occident. Donc, à l'inverse, ça pourrait aider l'Empire américain si on en arrivait justement à une négociation productive avec l'Iran, et même juste l'action qu'on vient de poser maintenant, ça aide aussi l'Empire américain. Je suis pas en train de commenter la moralité de l'action, je veux juste qu'on soit très clair. Je suis pas en train de vous dire que c'était une bonne idée, c'est brillant, puis c'est donc bien noble et admirable. Je vous dis que depuis les dernières années, la capacité de dissuasion américaine était sérieusement remise en doute. Parce qu'on a vu la Russie prendre la Crimée sans aucune opposition. On a vu la Russie prendre le Donbass sans sérieuse opposition des États-Unis, militaire. On a donné des armes à l'Ukraine, etc. On a certainement commandé depuis l'extérieur des opérations contre la Russie, mais on n'a pas frappé la Russie, il n'y a pas eu de dissuasion militaire active par les Américains. Ensuite, la Chine. On a vu la Chine avancer graduellement vers Taïwan, multiplier ses exercices. Il n'y a pas vraiment de dissuasion américaine là-dessus. On est sorti de l'Afghanistan en pleurant et en appelant pour maman. Pas fort pour la dissuasion. Sur à peu près tous les enjeux qui sont présentés devant les États-Unis au cours des dernières années, les Américains ont plié les Chines. Et ça vient avoir un impact. Ça vient à télégraphier à tous les autres qu'est-ce qui va se passer when push comes to shove. Qu'est-ce qui se passe quand on est présenté devant le fait que font les États-Unis? Est-ce qu'ils choquent, comme on a vu Trump le faire à certaines occasions, ou est-ce qu'ils se lèvent, assument la conséquence et vont défendre leur empire coûte que coûte? Et ça, c'est une grosse question, en passant à Taïwan. Quand je dis la capacité de dissuasion américaine était douteuse, c'est extrêmement important. Taïwan, c'est un bluff énorme. Les Américains ne veulent pas aller là. Ils veulent surtout pas défendre Taïwan contre la Chine. Ils veulent surtout pas, à chaque fois qu'ils font un war game, un exercice, puis qu'ils essaient de voir comment ça se passerait, c'est tout le temps une catastrophe pour les Américains. Leurs exercices sont très honnêtes avec eux-mêmes, il faut leur donner. Ces war games-là, ils sont tous disponibles en ligne, on peut voir c'est quoi les conclusions. Et systématiquement, les Américains mangent des volées. Parce que, tout simplement, ils sont opposés à l'entièreté de l'armée chinoise et de la force militaire chinoise, de tous les atouts stratégiques près du continent chinois, alors qu'eux se battent avec une main dans le dos, avec quelques réserves qui ont été placées d'avance en attendant que les vrais renforts arrivent, tout ça dans un environnement contrôlé par les Chinois. Donc, il n'y a pas un scénario dans lequel les Américains ont envie d'intervenir à Taïwan et ont hâte, au contraire. Et ça, c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour l'Arabie saoudite avec Desert Shield, c'est vrai avec tous les alliés comme l'OTAN, etc. Les Américains souhaitent activement que le bluff soit suffisant, que ce soit dissuasif, juste de dire « va pas les attaquer, on va les défendre, sinon, ben tu iras pas. » Parce que si tu y vas, il faut qu'on aille les défendre pour vrai. Parce que si on le fait pas, qu'est-ce que ça veut dire pour tous les autres? C'est une invitation. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel. On a une vidéo sur Taïwan, et c'est le point spécifique que j'avais traité. Plusieurs vont dire, mais pourquoi aller à Taïwan? Pourquoi? Oui, il y a des raisons géographiques, tactiques, etc., sur comment contenir la Chine. Mais beaucoup, c'est parce que de ne pas défendre Taïwan, ce serait une catastrophe diplomatique pour les États-Unis. Parce que là, soudainement, le Japon regarde ça et se dit, quoi? Ça fait, tu t'as dit que tu allais les défendre. Puis là, ils se font envahir, puis tu fais... Ils ont 60 000 soldats américains sur leur territoire, déployés sous la présomption qu'ils vont défendre le Japon. C'est pas populaire au Japon, ça, là. La base américaine à Okinawa, etc. Il y a personne qui trippe à l'idée d'avoir des Américains basés sur leur territoire. On se bouche le nez en se disant, au moins, ils vont nous défendre. Puis là, t'apprends, ils défendent même pas. La guerre se produit, puis qu'est-ce qui se passe avec l'OTAN?
qu'est-ce qui se passe avec toutes ces garanties de sécurité? L'Empire américain est basé sur des garanties de sécurité et chaque fois, soyons clairs, là, chaque fois que les garanties de sécurité américaines ont été testées, les Américains ont été jusqu'au bout et ont été assumés la garantie de sécurité. L'Ukraine, elle n'en avait pas. Il n'y avait pas de garantie de sécurité en Ukraine. Puis en fait, c'est justement parce que les Américains l'ont tout le temps backé et qu'ils n'ont jamais accepté de diluer leur garantie de sécurité que la Russie était terrifiée de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN. Ils savaient ce que ça voulait dire. Ils savaient exactement ce que ça voulait dire. Lorsque Saddam Hussein a été pour envahir le Koweït, les Américains ont réagi surtout parce qu'il fallait défendre l'Arabie Saoudite. Desert Storm, Desert Shield, les deux opérations, où on envoyait quelques 600 000 soldats américains en coalition internationale pour défendre l'Arabie Saoudite. 600 000! C'est ça, les garanties de sécurité américaines. C'était pour prouver à tout le monde, on est sérieux. Si on dit qu'on va te défendre et qu'effectivement il y a une menace, on n'a pas le choix, on va te défendre parce que c'est comme ça qu'on a construit notre empire. Garantie de sécurité, garantie de navigation, garantie d'échange. Maintenant, toutes ces garanties-là sont en train de lever depuis un certain nombre d'années. Donc, les Américains qui vont appuyer Israël dans cette opération, ça vient rétablir la dissuasion américaine. Je ne vous dis pas c'est moral, je vous dis pas c'est... Mais il faut reconnaître le fait qu'ils ont dit « on va te frapper. Si tu ne fais pas ce qu'on demande, on va te frapper. » Il n'y avait pas le choix de frapper. Ils n'ont pas fait ce qu'ils demandent. S'ils ne frappaient pas, perdaient la face, et ça avait un gros impact aussi sur l'Empire américain. On a choisi d'y aller, notamment pour honorer les garanties de sécurité, parce qu'on avait dit qu'on allait le faire, qu'on avait été clair. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, on va vous frapper. Trump ne pouvait pas choquer cette fois. Le TACO était tout simplement pas une option parce que ça aurait fait un dommage énorme à Taïwan, justement. À d'autres autour qui voient, là, tu vas frapper, on s'entend là. On parle d'une opération aérienne avec des bombardiers furtifs qui n'ont aucune chance d'être atteints, qui vont bombarder un adversaire dans une position de faiblesse historique, qui n'a pas été aussi faible et aussi vulnérable, soyons clairs, depuis 1979, depuis la Révolution, avec l'ayatollah caché dans un bunker à tweeter des insultes, et vous avez peur d'y aller? Les Israéliens bombardent, ont éliminé toute la défense aérienne, puis les Américains, puis ils vont pas. Ça aurait été catastrophique pour la crédibilité des États-Unis. Il n'y avait pas le choix d'y aller parce qu'ils ont dit qu'elle allait y aller. Fait que là, ils ont été au contraire. Quand on me dit, est-ce que ça invite la Chine à envahir Taïwan? Non. Parce que là, la leçon a été maintenue. Comme quoi, si tu vas à Taïwan, oui, il y a une pénalité, oui, il y a un risque d'escalade pour nous, oui, effectivement, ça ne nous tentera pas, oui, ça fait des années qu'on va chercher une alternative diplomatique. Pas les push comme ce shove, on va y aller. Doutez-en pas. C'est un peu plus ça que Trump vient de rétablir comme dissuasion américaine à travers cette opération en Iran. Est-ce que c'est moral et noble et brillant, mais l'impact géopolitique, c'est ça. C'est que tu viens de rétablir la notion selon laquelle, des fois, oui, les Américains vont y aller pour vrai. Des fois, ils bluffent pas. Puis quand ils bluffent pas, ils sont efficaces, ils sont rapides, ils sont irréprochables, ils sont méthodiques et ils sont audacieux. So, better be warned. Donc, cette logique-là, c'est ce qui a tenu l'Empire américain depuis très longtemps. Donc, je crois au contraire que ça aide beaucoup à la posture américaine, ce qui vient de se produire, si on obtient une négociation. Si après ça, on réalise qu'encore une fois, le bazooka à Trump, c'est un fusil à eau et qu'on dit « Ah, on veut une négociation », puis l'Iran dit « Non. Non. Transforme-moi en Gaza, mon homme. Fais-en un stationnement. » Parce qu'ils savent qu'Israël n'a pas la capacité de le faire, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de missiles intercepteurs pour un conflit prolongé, parce qu'ils savent que les Américains ne veulent pas envahir, etc. Si on se retrouve dans un scénario où l'Iran décide de s'accrocher, puis « Fuck you. T'as plus rien. » C'est vrai. La prochaine étape, c'est une invasion militaire sur le terrain, puis on ne veut pas faire ça. Donc là-dessus, on arrive dans un scénario où soudainement, l'Iran vient curieusement de retrouver un peu de leverage. Quelles conséquences directes la guerre entre l'Iran et Israël pourrait avoir sur le conflit ukrainien? Direct, c'est relativement limité, je crois. Il y a des conséquences indirectes où, justement, on voit que la Russie a une capacité d'intervention très limitée. La Russie pourrait avoir été tentée dans un scénario où l'Ukraine était terminée depuis longtemps. On a une entente de paix où ça s'était jamais produit. La Russie aurait pu être tentée d'intervenir un peu plus activement auprès de l'Iran. Notamment, c'est probablement ça, en fait, le principal impact de la guerre en Ukraine, c'est que l'Iran avait les mains vides. S'il n'y avait pas de guerre en Ukraine,
tous les systèmes de défense aérienne S-300 et peut-être même S-400, les plus avancés de la Russie, auraient été déployés en Iran en anticipation d'une potentielle attaque. Et ce que ça veut dire, c'est que soit Israël aurait beaucoup plus de difficultés à atteindre l'Iran, ou soit serait tout simplement pas capable. Parce qu'effectivement, les systèmes de défense aérienne S-400 et même on est en S-500 aujourd'hui sont extrêmement capables et auraient été en mesure probablement de faire l'interdiction de l'espace aérien iranien. Donc les conséquences directes, c'est que la Russie n'a pas la capacité de venir en aide à son allié comme elle le ferait normalement. Et pour ce qui est des États-Unis, je crois qu'il y a un élément là-dessus de vengeance, parce qu'on a raté notre coup clairement avec les Ukrainiens. On n'a pas été en mesure de permettre à l'Ukraine de regagner une initiative. On n'a pas été en mesure d'imposer à la Russie la pénalité qu'on voulait aussi. Donc, quand on parle des conséquences sur l'Empire américain, il est possible que c'en était une, ça, qui a motivé les Américains à agir. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Ukraine, ça a été une grosse faille de la défense américaine et des garanties de défense américaine, où on faisait miroiter à l'Ukraine comme qu'on allait le défendre, on lui fournissait des armes, etc. On ne s'est jamais engagé clairement, mais on lui a fait comprendre. Et lorsque la guerre a éclaté, on lui a fait comprendre encore plus clairement qu'il fallait que cette guerre continue parce qu'on allait l'aider. Il ne fallait surtout pas négocier. Donc la crédibilité des États-Unis comme garantisseur de sécurité, elle était un peu entachée. Peut-être que ça a invité encore plus les États-Unis à agir sur la question iranienne, alors que peut-être qu'on aurait été plus passif dans l'alternative si tout se passait très bien ailleurs dans le monde et qu'on avait maintenu notre crédibilité, qu'on avait donné une leçon à la Russie ou peu importe. On serait peut-être un peu plus prudent vis-à-vis de l'Iran et l'Iran lui-même serait plus prudent. Mais dans le contexte actuel, on comprend un peu pourquoi l'Ukraine n'aide pas particulièrement à la cause de l'Iran. Alors, merci à tous d'avoir été là pour cette revue de presse, un exercice très intéressant. Encore une fois, je veux juste être très clair, il y a une raison pour laquelle j'ai anonymisé chacune des questions. Je ne sais pas qui a posé chacune des questions. Là, ça a été soumis tout simplement sur le documentaire, sur le document ici, parce que je veux surtout pas que vous le preniez personnel. Je vous dis les choses du tac au tac et je le dirais comme ça à mon frère. Si je parlais avec mon frère et qu'il me disait « telle affaire », je vous disais « non, ça n'a pas rapport, voici pourquoi ». Fait que là-dessus, pas de rancune, s'il vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une revue de presse. Je sais que certains d'entre vous attendez pour le voyage au Congo, notamment, croyez-moi, c'est une montagne russe d'émotions ces derniers jours. On aurait un accord de paix de signer entre le Rwanda et le Congo, annoncé aujourd'hui. Il est actuellement 12h49 au moment d'enregistrer l'émission, donc je ne peux toujours pas commenter l'existence ou pas de cet accord, mais ça semble extrêmement imminent et vous comprendrez que ça a un impact aussi naturellement sur notre agenda de production et comment on approche ce documentaire-là, qu'on va documenter une guerre qui pourrait ne plus exister au cours des prochaines heures. Alors, comme je vous dis là-dessus, c'est vraiment une véritable montagne russe. Mais je vous tiens au courant des développements de semaine en semaine, puis vous la vivez avec moi, j'imagine. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre. On sera déjà en mesure de commenter les développements additionnels après la frappe américaine. On s'attend à ce qu'il y ait une réponse iranienne cette semaine. Comme je vous dis, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Il va y avoir beaucoup de gesticulation, beaucoup d'agitation, et il est même dans l'intérêt des États-Unis de l'exagérer. Parce que ça permet à l'Iran d'avoir une porte de sortie. Si on dit « Wow, l'Iran a répondu! Wow, incroyable! Quelle réponse! » On invite l'Iran à arrêter, essentiellement. Tandis que si on réduit l'impact, on fait comme si de rien n'était, puis oui, ils ont répondu, mais on ne l'a pas senti, on invite à des attaques additionnelles. Donc, ne vous surprenez pas si on fait grand bruit au cours des prochains jours de la réponse iranienne. Les intérêts de tout le monde le commandent. Maintenant, vérifiez les faits, les impacts, effectivement, les blessures, décès, est-ce que c'est le cas? Je m'attends à ce qu'on soit pas mal au plafond de la capacité iranienne. On se revoit très bientôt. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Partagez l'amour, semez l'espoir.